Vous êtes branchés sur la fréquence 9-3/4. Le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de fréquence 9-3/4. Je suis Jérémy. Et je suis Marina. Nouvel épisode, nouveau chapitre et on s'approche peu à peu de la conclusion de ce 3e tome, pleine de rebondissements en tout genre. Si vous avez aimé les dernières péripéties de la soirée, venez en reprendre une couche parce qu'on va remonter dans le temps tous ensemble et peut-être comprendre réellement ce qu'on a cru voir précédemment. Et certains d'entre vous feront aussi un voyage nostalgique dans le temps grâce à notre invité du jour. Je parle bien sûr de ceux qui ont déjà écouté le podcast, parce qu'après avoir reçu Lucas et Harold, c'est un autre ancien du podcast qu'on est ravis de recevoir à nos micros de la fréquence. Il est connu pour être un fier pouf-souffle, un grand adorateur de Ginny aussi. Il a reçu le prix de la plus mauvaise foi au quiz de Bertie Crochu. Et il a bâti au fil des épisodes du podcast une fanbase qui n'a cessé de le réclamer depuis à la fréquence. Je force pas du tout le trait là. Je veux bien entendu parler d'Anthony. Hello Anthony, comment ça va ? Hello, bonjour, je suis ravi d'être parmi vous. Et puis tout est vrai dans ce que tu as dit. Je n'ai pas du tout forcé le trait, hein. C'est vraiment... Ah non, pas du tout. C'est la vérité absolue. C'est la vérité absolue. Donc tu as reçu le prix de la plus mauvaise foi au quiz de Bertie Crochu. Ça par contre, je suis pas d'accord. Je pense que là, par contre, c'est extrêmement exagéré. En tout cas, t'as été pas mal réclamé, surtout que depuis qu'on a reçu d'autres anciens membres du podcast, donc on nous dit est-ce que vous allez avoir Anthony, et on t'a aujourd'hui, donc très content. Non, c'est un plaisir, je suis vraiment... Nous aussi. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas le feu podcast, comme d'habitude, on va de toute façon débuter l'émission en te posant quelques petites questions, Anthony. On va ensuite se plonger tous ensemble dans ce chapitre iconique du prisonnier d'Azkaban, puis on fera un tour dans le temps, cette fois pour diffuser des hiboux sonores que vous avez déposés dans la volière quelques mois, quelques semaines plus tôt. Alors on passe la chaîne du retourneur de temps autour du cou et pour suivre le conseil de Dumbledore, 3 tours devraient suffire. La plume à papote d'Anthony. Alors Anthony, tu ne vas pas y échapper, on va te poser une question que l'on pose à chaque invité pour commencer. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as découvert Harry Potter ? Alors j'imagine que c'est pas super original parce qu'il n'y a pas beaucoup de façons de découvrir Harry Potter. Mais moi, c'est vraiment pour hasard. J'étais dans le centre-ville de Caen, une ville que Jérémy connaît bien. Et il y avait un cinéma qui s'appelait le Pâté Lumière qui n'existe plus maintenant. Et il y avait une grande affiche d'Harry Potter à l'école des sorciers. Et je ne connaissais absolument pas Harry Potter. Mais je trouvais que l'affiche était très belle. Et je me dis, tiens, un film sur des sorciers, comme ça peut être vraiment pas mal. Donc j'ai été voir le film, mais vraiment, je ne connaissais pas. Et là, ça a été, je crois que j'ai eu 4 fois en 1 semaine. Ah ouais. Et je n'avais pas encore lu les livres. Et donc, moi, j'ai toujours fait... alors, je ne sais pas si beaucoup de personnes ont fait dans ce sens-là, mais après avoir vu le film, j'ai lu le livre. Et j'ai continué toujours comme ça. Alors que j'avais très très envie de connaître la suite et de me plonger dans les livres. C'est intéressant. Mais je me suis toujours tenu au fait de d'abord découvrir le film et après lire les livres. Et moi, je ne sais pas si c'est la bonne façon de découvrir, mais je trouve que c'est pas mal finalement parce que les livres sont beaucoup plus complets que les films. Et finalement, on peut peut-être être plus déçu parfois parce qu'il manque des choses dans les films. Et là, c'est le contraire. Finalement, je découvrais les films et après, voilà, j'avais tout le reste dans les livres. Et c'était limite, j'avais hâte de voir les films pour pouvoir lire les livres. Donc, je trouve que dans ce sens-là, c'est pas mal aussi. Après, j'ai envie de dire, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de meilleure méthode qu'une autre. Je pense que chacun faisait comme il préférait, mais c'est vrai que c'est original le truc de. Je préfère découvrir par le film et ensuite lire le livre. Je crois qu'il y a beaucoup d'enfants, quand je vois autour de moi, des nièces, tout ça, qui commencent à découvrir Harry Potter justement par les livres, par les films, soit ils l'ont vu à la télé, soit et après ils lisent les livres. Après, en général, ils ont vu un film ou deux et ils lisent la totalité des livres pour revenir après avec les films. Mais après, forcément, dans l'imaginaire, c'est un peu différent parce qu'en voyant les livres d'abord, les films d'abord, quand on lit le livre, on a les personnages du film qui viennent automatiquement en tête. Ouais. Donc, quand une personne qui a lu tous les livres ou qui a lu une partie des livres avant de voir les films, forcément, elle s'est fait un imaginaire différent. Alors, elle peut peut-être être déçue, je sais pas, finalement, quand elle regarde les films par rapport à l'idée des personnages qu'elle s'était créée. Mais après, comme tu dis, il n'y a pas non plus
De méthode, ouais. Pas de méthode parfaite ou. Et c'est vrai, c'est quelque chose dont on a déjà parlé pas mal de fois. Quand on a découvert par les films, c'était compliqué. C'était plus facile maintenant, mais en tout cas, à l'époque, c'était vachement compliqué de se détacher de l'univers visuel des films parce que c'était une porte d'entrée pour beaucoup de gens. Et même ceux qui avaient découvert, par exemple, qui avaient lu le premier livre, par exemple, et qui allaient le voir au cinéma, l'univers visuel était tellement riche, c'était tellement quelque chose de nouveau que forcément, même en lisant les livres, après, on voyait les acteurs des films, quoi. C'était difficile d'y échapper. Moi, aujourd'hui, j'y arrive. Enfin, j'arrive un peu plus à... Si. Je sais pas, par exemple, il y a des acteurs qui correspondent pas à l'image mentale que je me fais des personnages, et maintenant, j'arrive à avoir ma propre interprétation. C'est parce que je suis pas hyper fan des films non plus, donc du coup, Ouais. je les vois pas énormément. Ouais, c'est ça. Mais après, je pense effectivement, encore le premier, c'est différent, parce que le premier est tellement proche du livre, enfin, Oui. le premier film. Ouais. Limite, après, il y a tellement, les livres sont tellement plus riches, tellement plus complexes, compliqués, enfin complets même, que là, l'imaginaire joue vachement plus. Parce que il y a beaucoup de personnages d'ailleurs qui sont dans les livres, qui sont pas présents dans les films, donc forcément, ça aide aussi. Ouais. Ouais, le seul truc sur ta façon de faire que j'aurais pas pu, c'est que j'avais pas ta patience. J'aurais pas pu attendre que le film sorte pour découvrir l'histoire. Genre, j'étais boulimique de toutes les infos que je pouvais me mettre sous les yeux. Donc, du coup, Ouais, c'est pour ça. quelque part, en plus, je crois que c'était une question de santé mentale. Parce que quand je lisais les livres, ça me mettait dans un tel état, tellement la patience de savoir ce qui se passait, c'était limite presque horrible. Moi aussi, je lisais des livres. Et le fait de découvrir le film un peu plus condensé, j'avais déjà Oui. à peu près ce qui se passait, donc j'étais moins stressé en lisant en lisant les livres, parce que les livres me mettaient dans un état de stress incroyable. Et parce que je voulais à tout prix savoir ce qui se passait, ne pas être déçu, et puis c'était Ça passe plus vite en film, c'est ça, ouais. ouais, ça passe plus vite. Et donc là, j'ai dit, bon, ça se passe comme ça. Là, j'aurais moins de stress en lisant le livre. Parce que chaque page, des fois, chaque chapitre, c'était une source de stress. C'est génial, d'ailleurs. Alors, c'est pour se détendre quand même. Mais non, c'est incroyable, justement, l'intensité émotionnelle. Enfin, j'exagère à peine, finalement, parce que la lecture des livres, la vision des films aussi, parce que moi, j'aime beaucoup les films malgré tout, pouvait provoquer, notamment les livres quand même. Ouais, On peut critiquer, on peut tout ce qu'on veut dans les livres d'Harry Potter, il n'y a pas de souci, mais par contre, tout ce que ça provoque émotionnellement, pour avoir lu beaucoup de livres, des classiques, tout ça, je trouve que c'est quand même vraiment ultra riche, et pour moi, c'est presque inédit dans la lecture de romans, à suite ou pas d'ailleurs. On ne peut que plus soyer ce que tu viens de dire. Tu plus sois. Mais c'est au-dessus de Shakespeare, il n'y a pas de souci pour moi. Et aujourd'hui, est-ce que tu revois les films de temps en temps? Est-ce que tu te fais des relectures? C'est quoi la place que ça a dans ta vie d'aujourd'hui, la saga Harry Potter? Alors, si tu venais dans mon appartement, ou même dans ma chambre chez ma mère, j'ai des livres d'Harry Potter. En plus, j'adore collectionner tout ce qui est d'Harry Potter. Je peux avoir quasiment la totalité des collections de livres d'Harry Potter, Ouais. que ce soit en anglais ou les livres sur les films, les livres sur la philosophie d'Harry Potter, des objets, des baguettes, enfin, donc déjà, c'est un univers. Il suffit de rentrer chez moi pour voir qu'Harry Potter est présent. C'est physique. De moi, j'ai les Magicobus en 3D que j'ai eu beaucoup de mal à faire. Ah oui, on l'a aussi, galère. C'est dur. Galère. La vente du but, j'ai un petit peu de mal. D'ailleurs, il reste une pièce que j'ai pas installée. et moi, j'aime beaucoup les films, j'aime beaucoup les livres, forcément, je les relis. Surtout le premier. Le premier, c'est vraiment un livre que je relis. C'est un livre de chevet, c'est-à-dire je le connais par cœur. Pareil, Le Prisonnier d'Azkaban, c'est un de ceux que je préfère. J'aime beaucoup aussi Les Reliques de la Mort. Et j'aime beaucoup, attention, le débat, j'aime beaucoup Les Animaux Fantastiques. Oh. Et j'ai adoré le troisième. Oh. Non mais j'ai envie de dire tant mieux. Comment et pourquoi? J'en ai parlé justement hier soir avec Carole, que j'ai vu une soir. Et pour lui, c'est un scandale. À chaque fois, il se moque de moi. Et puis, on a des débats passionnés sur justement, puis on se moque beaucoup l'un de l'autre. Mais c'est vrai que moi, je suis prêt une émission pour défendre les animaux fantastiques, et je serai là. Bah après, nous on n'aime pas. Enfin, Marina encore pire que moi, mais moi j'ai adoré. Enfin, je le dis, je me répète parce que je l'ai déjà dit souvent. J'ai adoré le premier, mais c'est vraiment, j'ai un gros problème à partir du 2. Et le troisième m'a pas du tout réconcilié avec la saga.
Donc il y a un peu un point de non-retour pour moi maintenant. Mais j'ai envie de dire, il y a quand même pas mal de gens qui sont hyper emballés par rapport à la saga Animaux Fantastiques, et malgré toutes les difficultés qu'il y a autour de la saga au cinéma, il y a des gens qui attendent dur comme fer le prochain et qui sont emballés, quoi. Et j'ai envie de dire tant mieux, parce que au moins il y a de l'attente, ils sont passionnés. Moi j'aurais bien aimé en fait avoir cette passion et attendre le prochain film et attendre la suite. Malheureusement, c'est pas mon cas, c'est pas ton cas aussi, Marina. Non. Mais je pense que pour vraiment apprécier la suite, il faut, comme moi, avoir vécu vraiment un Poudlard. Et c'est un univers qu'on maîtrise, qu'on connaît mieux, finalement, quelque chose pour nous, forcément. Il faut être un sorcier. En somme, il faut être un sorcier. Voilà, il faut être un sorcier. Voilà, je pense que je n'osais pas le dire, mais effectivement. Non, mais le troisième, en plus, j'ai vraiment beaucoup aimé. D'accord. Et bah, écoute, on va pas en parler. on en parlera dans un épisode spécial où on va s'entretuer. Non, je plaisante. Et donc justement, pour un sorcier, c'est quoi ton livre, ton film et ton personnage préféré? Bon, alors mon personnage préféré, on va commencer par là, bien entendu, Jérémy le connaît par cœur. C'est Ginny Weasley. C'est vraiment le personnage. Pour moi, c'est le personnage iconique de la saga, pardon. Je pense que c'est le personnage clé. Ouais, non, mais saga. ça se défend grave. Et alors, mon film, c'est vrai que et le livre et le film, enfin, surtout j'ai vraiment peur parce que voilà, c'est l'école des sorciers. Et après, petit à petit, ça devient de plus en plus sombre, de plus en plus grave. Celui-ci reste vraiment, je dirais pas magique parce qu'ils le sont tous, c'est dans l'univers de la magie. Mais c'est un livre, un film que je peux regarder, mais quand je veux m'apaiser, quand je veux être tendu, quand je veux rêver, c'est vraiment le livre, je l'ai lu, mais je ne sais pas combien de fois, je le relis tout le temps, toujours avec le même plaisir. Le film, pareil, pourtant c'est un film que j'ai vu peut-être une vingtaine de fois, on ne sait rien. Et dans les films, j'aime beaucoup aussi Les Reliques de la Mort, la première partie. Je le trouve vraiment mélancolique. Ouais, je suis d'accord. Plastiquement, il est super beau. J'ai vraiment un coup de cœur aussi pour la première partie des Reliques de la Mort. Je suis d'accord sur la partie 1, je trouve que c'est un super film. Pour moi, c'est 100% clair que c'est le meilleur film de David Yates dans la saga Harry Potter, Animaux Fantastiques compris. C'est vraiment la partie 1 des Reliques de la Mort, et je trouve qu'il s'est surpassé pour ce film. La partie 2, c'est un peu plus bourrin, donc voilà, on est un peu plus dans le grand spectacle, dans le blockbuster, on va dire. Mais la partie 1, même si j'étais très critique à l'époque, qui divise le livre en 2 parties, et ben quand je suis sorti de la première partie, j'étais hyper ravi parce que je fais waouh, ça, je sais pas comment ça va terminer, mais ça commence bien en tout cas cette conclusion. Ah oui, c'est vraiment, je me répète, mais c'est vraiment, il y a vraiment quelque chose de très nostalgique, de romantique, de mélancolique. C'est dans l'image, dans la photographie, dans l'histoire forcément. Ouais. Mais moi, j'adore ce film-là. Alors, je le vois moins parce qu'il est vraiment, voilà, il est tellement mélancolique qu'après il faut le cafard. Ouais, il faut tous le cafard au bout d'un moment, hein. Mais oui, particulièrement à la fin. Mais c'est vrai que les livres mettent moins le cafard, je trouve. Ouais. Parce qu'il y a tous les à côté, il y a toute la vie à Poudlard qui petit à petit est édulcorée des films. Et les films se concentrent vraiment sur l'essentiel, trop sur l'essentiel. C'est aussi une des critiques que je peux faire sur les films. Ouais. Moi, j'aimerais voir des films qui durent 7 heures et on les voit manger. On les voit aux toilettes. Mais j'ai une question par rapport à Ginny. C'est vraiment premier degré le fait que ça soit ton personnage préféré et que tu penses que c'est un personnage clé de la saga, ou c'est un running gag? Non, c'est vraiment mon personnage préféré. Je suis un fou amoureux, non, ça fait bizarre de dire ça. Bonnie Wright. Si, je confirme. Fou amoureux de Bonnie Wright. Mais en plus, voilà, et le personnage des films et le personnage des livres, c'est ça l'originalité, c'est qu'il y a beaucoup de, enfin chez toi en tout cas, c'est qu'il y a beaucoup de fans de Ginny qui n'apprécient pas comment elle a été adaptée au cinéma. C'est normal. Mais c'est pas le cas d'Anthony, par exemple. Anthony, il adore Bonnie Wright. Ah bah j'adore Bonnie Wright. Moi, c'est pas le problème du choix de l'actrice, c'est sa présence à l'écran, le peu d'importance qu'on lui a donné et cet air un peu niais qu'on lui a donné. C'est sûr. Par contre, effectivement, totalement, on a déjà parlé dans les podcasts, tout ça, enfin, surtout moi je pense, mais elle est totalement sous-évaluée dans les films, ça c'est sûr. Ah mais carrément. Elle aurait mérité personnage, oui mais carrément. Là, mais c'est la présence de Bonnie Wright.
Pour moi, dès qu'elle apparaît à l'écran, elle efface tout le monde. Ça ne fait aucun doute que quand tu lis les livres, c'est Bonnie Wright qu'il y a dans ta tête, là, pour le coup. Et constamment. Elle vit avec moi 24 heures sur 24. Ah oui, bon, là, ça commence à devenir un peu curieux. Non, mais non, vraiment, j'adore ce personnage. Il y en a d'autres que j'adore, mais Ginny, je sais pas, je me suis pris d'affection pour elle. Ouais. Après, je suis déçu finalement presque, sauf à la toute fin, mais je la voyais pas spécialement avec Harry Potter. Ouais. Mais pas parce que je suis jaloux du tout. Totalement d'autres. Mais c'est la seule peut-être déception que j'ai dans l'écriture du personnage et encore quoique finalement. J'étais content à la fin de les voir ensemble. À la toute fin des livres. En fait, c'est peut-être globalement, c'est que tout le monde se met à sortir les uns avec les autres et que c'est limite, ils commencent à faire des bébés après la bataille de Poudlard. Oui. Il y a cet aspect un peu là qu'on peut reprocher Un petit peu, effectivement. au livre. Et donc, comme on l'a dit, forcément, Anthony, tu faisais partie de l'équipe du podcast, donc le podcast Harry Potter dont tu faisais partie et que j'animais avant de faire Fréquence 9 3 quarts. C'est quoi le souvenir que tu gardes de cette aventure podcast ? C'est le scandale des questions du quiz de la fin. Et après, je pense que je reçois encore des messages. Hein, tous les jours. Ce podcast, c'est absolument exceptionnel. Et c'est dommage qu'effectivement, tant de mauvaise foi, tant de tricherie, et tant de scandales à chaque fin d'émission. Et non, c'était... Je suis arrivé un petit peu, je sais plus... T'étais pas là au début, ouais. Je sais plus quand est-ce que t'es non, arrivé. j'étais pas là au tout début. Ouais. Et non, c'était carrément génial. C'était vraiment en dehors de la drôlerie, de la chose, et puis l'analyse. Mais quand même une analyse, après avoir lu des livres, après avoir écouté des podcasts, tout ça, je pense que l'analyse, avec la vôtre, bien entendu, Fréquence 3 quarts, mais on était au summum de l'analyse poussée sur l'univers d'Harry Potter. Je crois on n'a jamais fait mieux, je pense. C'était encore plus poussé dans le podcast parce que vous aviez en fait un thème par épisode. Donc ce thème-là, vous le poussiez vraiment à fond, quoi. Oui, je crois qu'on a fait des émissions des fois qui durent presque 3 heures. Et le concept était différent, c'est que en fait, ouais, on poussait vachement on poussait jusqu'au bout le thème de l'épisode. Après, à Fréquence, moi, des fois, j'ai l'impression aussi que faire chapitre par chapitre, c'est aussi un moyen d'aller encore plus loin parce que forcément, par exemple, si on a fait des épisodes sur chaque livre. Alors, on s'est arrêté à la coupe de feu, je crois qu'on n'avait pas pu faire la suite. Tu vois, par exemple, l'épisode du prisonnier d'Azkaban, je sais pas combien de temps il dure, mais même s'il dure 3-4 heures, on peut pas faire rentrer autant en détail comme on le fait chapitre par chapitre. Ah oui, c'est ça qui montre la richesse de ces livres-là, parce que vous faites des émissions de 2 heures sur chaque chapitre. Ouais. Voilà, puis 2 heures, ça, c'est 2h30, à peu près la moyenne. Et je dirais presque c'est presque le minimum, parce que les émissions pourraient continuer avec les questions des Potterheads. Il y a toujours plein de questions, des questions toujours pertinentes, des questions drôles. C'est d'une richesse incroyable. Et des années après, on se pose toujours autant de questions, on est toujours encore dans l'imaginaire. Enfin, c'est carrément. Ouais. Il y a même Là, il y a un podcast que je suis, américain, qui s'appelle le Mugglecast, qui l'a fait quasiment en temps réel. Enfin, quasiment. Non, quand même pas au début. Mais ils ont fait chapitre par chapitre alors que tous les livres n'étaient pas encore sortis. Et là, des années plus tard, ils le refont même. Donc en fait, oui ouais. Donc c'est bien la preuve que même une fois que tu l'as fait, tu peux très bien le refaire parce que tu as toujours des choses à dire. Et puis aussi en fonction des sensibilités des uns et des autres. On l'a déjà dit, mais nous, on le fait, mais c'est Marina et moi qui le faisons. Mais si d'autres le faisaient, ça serait un podcast différent. Même si le concept est le même, ça serait un podcast complètement différent. Oui, parce qu'en plus, eux, depuis le début, s'ils ont fait quasiment en temps réel, ça fait quoi ? Ça fait 20 ans. Donc en 20 ans, ils ont eu le temps d'évoluer, de changer d'opinion et de voir autrement la saga aussi. Ouais. Mais voilà, en tout cas, si vous ne connaissez pas le podcast, même si on en parle de temps en temps quand même à la fréquence, n'hésitez pas. Les épisodes sont toujours disponibles sur à peu près toutes les plateformes audio, sur YouTube également. Il y a beaucoup d'épisodes en vidéo, donc en plus, c'est à partir de la on peut saison nous voir 2. En direct, non, plus en direct maintenant. En replay, ouais, parce qu'on était en direct. On a fait 3 saisons complètes. La première n'est disponible qu'en podcast audio. Et à partir de la deuxième, c'est sur YouTube.
si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça. C'est en vidéo et à partir de la 3e saison, on est passé au format en direct. C'est que non seulement on était sur YouTube, mais en plus on pouvait lire en direct les commentaires des gens qui nous regardaient. Donc voilà, on a fait évoluer le truc. Ouais. Donc ça aurait pu se finir jusqu'au Stade de France, mais on s'est arrêté. Jusqu'au Mais Bataclan. oui, On avait des gros projets. On était comme invité à l'UGC, il y avait quand même 6000 personnes qui nous suivaient en direct, c'était incroyable. Ouais, oui, on a Non, été... 6000, je rigole. Non, mais par contre, on a été invité au cinéma, ouais, pour un marathon Harry Potter et tout, ouais. Non, on a fait des choses chouettes, on a fait des salons. Fantastique. C'était pour la sortie du... Ouais. Attends, Le premier épisode, je crois. Non, du deuxième. Je sais plus. Ouais, si, c'était les crimes de Grindelwald. Ah bon? Ouais. C'est le deuxième? Ouais. Oui, parce qu'on avait reçu les doubleurs de Johnny Depp et compagnie. Et vous avez fait la nuit des livres à Deauville, c'est ça? Ouais, plusieurs fois. Ouais. Et pareil, on a suivi cet événement la nuit. Parce qu'on avait participé à la toute première édition, mais juste en spectateur, enfin en participant. Et puis après, la nuit des livres à Harry Potter à Deauville, ça a pris de l'ampleur. Et en fait, du coup, après, on était exposants dans les événements. Ouais, on a fait un petit peu d'événementiel. C'était assez chouette, quoi. On a fait pas mal de trucs. C'était un super souvenir. C'était un plaisir. En plus, se retrouver entre fans d'Harry Potter pour discuter, enfin entre fans, en plus, entre nous au podcast, mais toutes les personnes qui nous suivaient, qui nous posaient des questions. C'est le rêve, quoi. Et c'est génial que vous continuiez d'une manière différente, mais finalement à faire vivre ça pour vous et puis pour tous les fans. C'est ça, un lieu de partage. Vous parlez pas souvent de Ginny, c'est peut-être une erreur. Mais... Pour l'instant, elle n'est pas trop présente. Malheureusement, elle n'est pas présente dans le chapitre, mais parce que pour moi, c'est mon personnage. À la fin, on doit choisir le personnage du chapitre. Moi, j'ai choisi Ginny. T'as choisi Ginny. Ginny qui dort dans son dortoir pendant toute... Mais c'est un personnage clé, donc en fait, inconsciemment, elle participe à la réussite de la mission Retourner dans le temps. Moi, je pensais que c'était elle qui allait sauver Buck, mais j'ai peut-être mal lu. Mais on te réinvitera. Un moment où Ginny est quand elle va lasser importante. Les lacets de Harry. Non, c'est même pas dans le livre, ça. Son rôle le plus important dans le film. Est-ce que vous êtes prêts à ce qu'on se plonge dans ce chapitre 21? Ready. On a hâte. Qui est un peu plus dense que le précédent. Le précédent était vachement speed. Là, il y a beaucoup plus de choses, beaucoup plus d'éléments. Comme on l'a dit en intro, c'est un chapitre iconique parce que c'est le secret d'Hermione. C'est là où on va retourner dans le temps. Et je vous propose qu'on retourne dans le temps de la publication et de la lecture, de nos lectures, de notre découverte du 3e film, du Prisonnier d'Azkaban, avec le retour de temps et avec le secret d'Hermione. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Chapitre 21. Le secret d'Hermione. Après les événements tragiques au bord du lac, le chapitre s'ouvre sur une discussion entre le professeur Rogue et le ministre Cornelius Fudge. Alors on ne le sait pas encore, mais c'est Harry qui est dans les vapes dans son lit qui entend ces deux derniers. Fudge se félicite que Rogue ait été là pour régler la situation, et que sa bravoure lui vaudra l'ordre de Merlin, première classe même si le ministre le peut. Rogue explique que ses blessures proviennent de Harry, Ron et Hermione, mais que selon toute vraisemblance, ils ont subi un sortilège de confusion de la part de Black parce qu'il semblait persuadé de son innocence. Puis, il faut dire aussi que la façon dont tout le monde, et en particulier le directeur, chouchoute Harry depuis le départ, n'a pas aidé le pauvre garçon. C'est pour ça que Harry se permet un peu tout et n'importe quoi, comme se promener en pleine nuit dans ce parc ce soir-là. Est-ce que vous croyez vraiment que Rogue croit en ce qu'il raconte à Fudge sur le fait que Harry, Ron et Hermione étaient ensorcelés? Vous pensez qu'il y croit au fond de lui? Non, pas du tout. Oui, non, je pense pas. Moi, je ne crois pas, monsieur. C'est parce qu'il n'osait pas attaquer le précieux Harry Potter face à Fudge. Il aime bien aussi le petit Harry. Tu penses qu'il ment au ministre? Moi, je pense. En fait, ouais, mais je suis d'accord, mais et en même temps, je trouve que c'est sujet à interprétation parce que, en fait, il a l'air tellement convaincu de ça, on pourrait aussi se dire qu'il y croit, en fait. Oh non, moi, je me suis toujours dit que c'était pas pour... parce que s'il déversait sa haine pour Harry Potter face au Premier ministre, ça allait un peu le mettre mal et peut-être un peu suspect, tu vois. Mettre un peu les soupçons sur lui.
Et malgré ça, il va quand même péter un câble. Et Fudge, plus tard, il va quand même avoir des gros soupçons sur Rogue et sur sa santé mentale. Donc ça va pas trop bien Enfin, marché. j'ai l'impression, comment c'est écrit, j'ai l'impression que c'est écrit de manière un peu cynique. Moi, quand je l'ai lu, je l'ai relu là. Et j'avais vraiment l'impression finalement, que Rogue, il montait carrément, quoi. Et je l'ai ressenti en lisant le livre, en lisant le chapitre. La façon dont c'était écrit. Le côté un peu cynique, hypocrite. On voit bien en plus, j'imagine, la tête de Rogue, avec son petit sourire narquois. Mais non, mais Harry n'a rien fait, il était. Il y avait un sort. Moi, j'y crois pas du tout. Ça peut être une preuve d'intelligence, du coup, de la part de Rogue. Parce que s'il est persuadé qu'ils ont agi par eux-mêmes, effectivement, le fait d'avoir une couverture auprès du ministre, pour le coup, c'est assez bien senti de sa part. Mais je suis d'accord avec vous, mais c'est juste que c'est vrai qu'à la relecture, je pensais que c'était un peu plus clair, la position de Rogue. Moi, je suis d'accord avec vous, mais en même temps, je trouve qu'on pourrait aussi penser que... Okay. Je sais pas, dites-nous. On pourrait même penser finalement que Rogue croit les histoires de Harry, c'est-à-dire croit que c'est que Peter Pettigrew est revenu, mais qu'il déteste tellement le père Potter que il refuse d'aller dans ce sens-là. Mais moi, en lisant le livre, en lisant le chapitre, je me suis dit, mais j'ai l'impression que même Rogue, il sait que finalement Peter Pettigrew est revenu, il a une telle haine envers le père d'Harry Potter qu'il ne veut pas en entendre parler, quoi. Je pense que c'est intéressant parce que peut-être qu'au fond de lui-même, inconsciemment, il sait que c'est la vérité, mais il veut pas se l'avouer, tellement qu'il a de la haine, en fait. Oui, c'est ça. Après, on n'est pas... je ne pas qu'il est sûr à 100%, mais je pense qu'au moins, il y a un doute. Dans son esprit, il y a un doute. Mais il ne faut pas le montrer. Alors, ce qui stupéfait Fudge, c'est pourquoi les détraqueurs ont fui. Rogue n'en sait rien, mais il précise qu'il a retrouvé Black, Harry et Hermione inconscients et qu'il les a ramenés aussitôt au château après avoir repris connaissance, non sans avoir ligoté Sirius Black, bien sûr. À ce moment-là, Harry tente d'ouvrir péniblement les yeux. Une fois habitué à la lumière, il voit Madame Pomme-Fraîche en train de s'occuper de Ron, toujours inconscient, et Hermione qui, elle, a les yeux ouverts tout comme lui sur son lit. Elle indique discrètement à Harry de ne pas faire de bruit et que la conversation vient de l'extérieur de l'infirmerie par la porte ouverte. Madame Pomme-Fraîche aperçoit qu'ils sont tous les deux réveillés et elle les force à manger d'énormes morceaux de chocolat. Elle précise que leur ami Ron s'en sortira. Si le chocolat pouvait tout guérir, ça serait bien quand même. Je trouve que les détraqueurs, c'est pas cool, mais la façon de se remettre d'une attaque de détraqueurs, c'est pas mal. J'ai l'impression que le chocolat, c'est un peu le remède à tous les maux dans le monde des sorciers, selon Madame Pomme-Fraîche, j'ai l'impression. Ah bon, tu penses ? Ouais. Pourquoi ça revient ? Ouais, j'ai l'impression. Non ? J'ai l'impression qu'elle leur donne souvent du chocolat, non ? En fait, elle leur donne souvent dans le prisonnier d'Azkaban parce qu'il y a les détraqueurs. Ah, je sais pas, j'ai assimilé à ça toute la saga, je sais pas. En fait, elle est complètement incompétente. Peu importe le truc que t'as, elle te donne du chocolat. Elle fait « Oh, ça va passer, t'inquiète. » C'est une imposteur, en fait. Elle est pas du tout infirmière. Je sais que je me rappelle au début du livre, il y a cette scène où elle donne du chocolat à Harry après qu'il se soit évanoui à bord du Poudlard Express. Et Harry lui dit non, il y a le professeur Lupin qui m'en a déjà donné. Et elle a cette phrase enfin un professeur de défense contre les forces du mal qui connaît son domaine. Enfin voilà, c'est un vrai truc, je pense que c'est un vrai remède pour le coup. C'est un vrai remède, hein, sauf pour la gastro, mais... Mais pour les détraqueurs, ça fonctionne bien. En fait, je pense que je vais peut-être aller un peu trop loin, mais les détraqueurs, vu que tu t'évanouis et tout, peut-être que ça te met en hypoglycémie et du coup le chocolat ça te donne un coup de peps et ça fait remonter ta glycémie. Moi j'avais pensé à ça. Mais même Fudge finalement juste après il dit il s'adresse à Mme Pomme-Fraîche en lui demandant est-ce que Harry a pris son chocolat. Ouais. Donc c'est un vrai remède certifié par le ministère de la Magie. Ouais. Oui, parce que même Fudge en parle, ouais, t'as raison. Non, en fait, je sais pas, le chocolat, comme les détraqueurs, c'est l'allégorie de la dépression, quand t'es pas bien, en gros. J'ai l'impression aussi que le chocolat, c'est une espèce de... C'est un peu un mythe, ça. De petits clins d'œil en mode quand ça va pas, tu te bouffes du chocolat ou tu te bouffes de la glace dans un plaid, tu vois. Ouais, moi, c'est plutôt des oignons et des cornichons, mais bon, chacun ses goûts. Et des radis. En gros, vous savez, si Marina va pas très bien, c'est qu'elle sent très mauvais de la bouche. Ça montre mon level d'état dépressif du moment. Ouh, toi ça va pas en ce moment-là. Ça pue le cornichon.
Cornichon oignon, là, je reconnais. Je suis pas la collègue idéale dans un bureau. Hein. Malgré les protestations de Pomme Fraîche, Harry et Hermione se lèvent de leur lit. Harry explique qu'il n'a pas le temps et qu'il doit voir immédiatement le directeur. La conversation fait venir Fudge et Rogue dans l'infirmerie. Dès qu'il le voit, Harry prévient Fudge que Sirius est innocent, que c'est une erreur et que le véritable coupable est Peter Pettigrew. Bien évidemment, Fudge croit seulement entendre un enfant à l'esprit dérangé après ce qu'il a subi, et ça ne s'arrange pas non plus lorsque Hermione tente d'expliquer que Pettigrew se cachait sous l'apparence d'un rat, ce qui vient conforter Rogue dans sa théorie de sortilège de confusion, comme il le fait savoir à nouveau au ministre. Harry hausse le ton, mais Madame Pomme Fraîche le coupe le sifflet en lui insérant un gros morceau de chocolat dans la bouche. Allez, tiens, prends. Elle aussi s'énerve et elle demande à Fudge de s'en aller car ses patients ont besoin de repos. Mais à ce moment-là, une autre personne fait son entrée dans l'infirmerie, Albus Dumbledore. Le directeur de l'école insiste auprès de Madame Pomme Fraîche qu'il doit parler brièvement à Harry et Hermione. Alors dans cette scène, il y a Dumbledore qui appelle Madame Pomme Fraîche par son prénom qui est Pom Pom, P-O-M, P-O-M. C'est pas un peu bizarre comme prénom, Pom Pom, non ? Non, c'est pas Est-ce que c'est son prénom ou est-ce que c'est un surnom affectif ? Oui. Alors c'est son prénom. Ah bon ? Son prénom. Oui. Hein ? Oui, c'est son prénom. Pomme fraîche ? Elle s'appelle Pom Pom Pomme Fraîche. Mais non. Je t'assure que oui. Source ? Source, le wiki. Et source, le livre original. Parce qu'en fait, en anglais, en version originale, son prénom c'est Poppy. P-O-2-P-Y. Et Jean-François Ménard l'a traduit par Pom Pom. Et je comprends pas trop cette traduction pour le coup. J'aurais gardé Poppy personnellement. Ah oui. C'est bien que par exemple sur le wiki Harry Potter français, ce prénom, nom de famille, elle s'appelle Pom Pom, Pomme Fraîche. Plus un poppy, ça veut dire coquelicot en anglais ou pavot. Là j'ai un trou. Oui, je viens de vérifier. Donc en plus, il n'y a pas de lien étymologique. Il n'y a pas de lien avec pompon quoi. Pourquoi avoir traduit Poppy par pompon? Pompote. Pom Pom, non, c'est génial. Pom Pom, Pomme Fraîche, moi je trouve que la traduction. Ouais, c'est marrant. Moi j'ai toujours cru du coup que c'était son surnom. Que Dumbledore l'appelait Pompon comme surnom affectueux en fait. Pompon? Ah, tu dis pompon toi, même pas Pom Pom. Ouais, je dis pompon. Mais ça serait un peu bizarre devant le ministre et tout. Bah ouais, mais c'est vrai que j'ai jamais imaginé que Madame Pomme Fraîche pouvait s'appeler Pompon ou Pom-Pom. Je pense que ça prononce Pom Pom parce que c'est un M et comme elle s'appelle Pomme Fraîche, Pom Pom. Ouais, moi quand je l'ai relu, je pensais que c'était Pom Pom, et j'ai dit tiens, c'est marrant, il donnait un petit surnom rigolo. Ouais, c'est ça. Ouais, comme il aurait pu l'appeler Fraîche par exemple. Là, c'est Pom Pom. Mais non, c'est bien, c'est sa traduction de Poppy. Alors, la traduction d'Harry Potter est excellente, hein, mais il y a des petits trucs un peu bizarres comme ça. Et d'ailleurs, j'ai fait un peu la pêche aux informations. Et il y a seulement Dumbledore et McGonagall qui, à de très rares reprises, l'appellent comme ça. Il y a même des moments dans le livre en anglais où elle est appelée Poppy. Et Jean-François Ménard n'a pas traduit par Pom Pom. Je veux dire, Poppy, c'est très peu utilisé dans le livre original, mais Pom Pom encore plus. C'est-à-dire qu'il y a dans cette scène-là, je sais pas quand est-ce que dans la saga c'est réutilisé, peut-être pas, je sais pas. C'est un peu bizarre, c'est comme s'il avait pas voulu vraiment le traduire, mais il l'a traduit quand même, et la traduction est un peu bizarre. Ouais. Rogue demande sèchement à Dumbledore si Black vient de lui raconter la même histoire à dormir debout sur Pettigrew déguisé en rat. Ce à quoi Dumbledore acquiesce, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Mais Rogue s'emporte en expliquant qu'il n'y avait pas de Pettigrew dans la cabane hurlante. Hermione tente d'expliquer que c'est parce qu'il a été attaqué avant que sa véritable identité soit révélée, mais Rogue lui hurle de se taire. Dumbledore coupe court et répète qu'il aimerait s'entretenir seul à seul avec Harry et Hermione, et tout le monde est alors remercié. Madame Pomme Fraîche s'en va en colère, Fudge part rejoindre les détraqueurs, mais Rogue lui tient encore la jambe à Dumbledore. Il lui rappelle à voix basse que Black a prouvé dès l'adolescence qu'il pouvait être un meurtrier en tentant de le tuer lui. Puis il finit par s'en aller à son tour, après que Dumbledore lui ait confirmé que sa mémoire est tout à fait intacte sur le sujet. Ouais, on voit bien qu'il est aveuglé, quoi, Rogue. Enfin, je pense qu'il veut même pas entendre une autre version. C'est pas tant le fait que la version de Pettigrew en rat lui paraisse farfelue, c'est plus qu'il veut pas entendre une autre version que Sirius est coupable. Oui, parce qu'il est aveuglé par la haine. Ouais, voilà. Et sa soif de vengeance, comme d'habitude. Et que Lupin l'a aidé parce que c'est un loup-garou, etc., quoi. Lorsque Harry et Hermione se retrouvent enfin seuls avec Dumbledore dans l'infirmerie, ils se mettent à expliquer en même temps ce qu'il s'est passé, mais Dumbledore leur demande de l'écouter lui. Il leur dit que malheureusement personne ne va croire deux ados de 13 ans alors que des dizaines de témoins ont dit avoir vu Sirius tuer Pettigrew il y a une dizaine d'années.
Lui-même, Dumbledore, avait rapporté au ministère le fait que Sirius était le gardien du secret. Et malheureusement, la parole de Lupin aura très peu de poids non plus, du fait qu'il est un loup-garou. Sans compter le fait que Sirius ne s'est pas vraiment comporté en innocent en se baladant à Poudlard, comme ça, un couteau à la main. Je trouve qu'il a pas tort sur le point Sirius, pas 100% innocent quand même, parce que, ok, il est innocent Sirius, mais il aurait pu agir autrement, en fait, quand on y réfléchit. Par exemple, il aurait pu tenter de rentrer en contact avec Lupin, ou même tenter de rentrer en contact avec Dumbledore. Il a un peu agi impulsivement, si bien que finalement, ça lui est pas utile. Après, c'est dans son caractère d'être impulsif, mais il a gardé quand même un minimum de raison malgré 12 ans passés à Azkaban. Donc je pense qu'il aurait pu faire largement pire. Oui, c'est ça, et puis c'est pas tellement lui, finalement, même le ministre, finalement, c'est quand même très léger. C'est-à-dire, il a peut-être une version incroyable, ça remet en cause plein de choses, mais non, il prête pas un sou de ce que peuvent dire Harry et Hermione. C'est quand même, voilà, à aucun moment, il y a peut-être une part de vérité dans ce que disent les gamins. Je trouve ça un petit peu léger aussi. Il y a des choses tellement graves que dans le doute, tu pourrais quand même essayer de savoir s'il n'y a pas quelque chose de vrai là-dedans, quoi. C'est vrai. Enfin, par exemple, le fait que Sirius se balade à Poudlard avec un couteau, au pire, s'il y avait que ça, je suis d'accord. Après, je pense que le plus gros point noir, et c'est le premier argument que pose Dumbledore, c'est le fait qu'il y a des dizaines de témoins qui ont dit que Sirius avait tué Peter Pettigrew. Et je pense que c'est le gros truc qui fait que une autre version ne peut pas être entendue par le ministère. Publiquement, c'est pas possible. Ouais, à l'époque, il y avait beaucoup de personnes qui disaient qu'ils étaient sous le sortilège d'Imperium de Voldemort, donc t'étais un peu flou entre ce que disaient les gens, la vérité ou pas, est-ce que c'était des mange-morts, est-ce que ils étaient manipulés, et là par contre là il n'y a pas de doute, là c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est des gamins, ils ont déliré, donc on passe à autre chose, on va tuer le Sirius et puis voilà, on n'en parle plus. Donc c'est quand même, il y a la vie d'un homme qui est en jeu, qui a passé peut-être 10 ans alors qu'il est innocent dans une prison, et non, on veut pas... Et surtout, en fait, en tant que lecteur et même en tant que spectateur, on sent l'injustice à ce moment-là parce qu'on sait que c'est la vérité et on trouve ça hyper injuste que la parole d'adolescent soit pas prise en compte. Surtout quand nous-mêmes on était adolescents, je pense qu'on le vivait vraiment comme une injustice de lire ça. Et ce qui est terrible aussi, c'est le fait de savoir que même le professeur Lupin, qui est un professeur reconnu, respecté et tout, enfin, si ça sait qu'il est un loup-garou, eh ben, personne va cautionner ce qu'il dit. Et ça en dit long quand même sur la mentalité du monde sorcier, quoi. Il y a des bons côtés et des très mauvais côtés dans le monde des sorciers. Là, on est quand même dans ce qui se fait de plus mauvais, quoi. Mais après, pour revenir à la question, vous pensez que si Sirius, imaginons, il écrit un hibou à Dumbledore, est-ce que vous pensez que ça aurait pu faire quelque chose ? Il vient de s'évader, il envoie un hibou à Dumbledore et il raconte tout. Oui, après, effectivement, comment il agit, après, il vient de passer, comme dit Marina, il a passé plusieurs années en prison, dans Azkaban. Parce que quand on en sort, on n'a peut-être pas les idées très claires. Il avait une soif de vengeance terrible. Ouais, c'est ça. Voilà, ça doit être, pour lui, ça doit être une injustice incroyable. En plus, on le met pas en prison pour n'importe quoi, on le met en prison, on l'accuse d'avoir tué ses meilleurs amis, presque. Donc ça doit être une injustice incroyable, et de ruminer ça avec la souffrance de la prison pendant 10 ans, et une envie, c'est de se venger, et de choper Peter Pettigrew, et puis il a même pas envie finalement de montrer aux autres qu'il est innocent, il veut simplement se venger. Dans la cabane hurlante, c'est ce qu'il veut faire. Et Oui, c'est sûr. Mais en fait, je comprends le comportement de Sirius. Après, je me demande, un peu dans une réalité parallèle, s'il avait eu un peu plus de sang-froid, un peu plus de recul, Il n'y aurait pas eu de tome 3 sinon. Oui. C'est ça le problème. Non, mais en fait, je me demande même de la possibilité de la chose. Est-ce que Lupin l'aurait cru ? Est-ce que Dumbledore l'aurait cru ? Parce qu'en fait, si les comportements étaient raisonnés et raisonnables dans Harry Potter, il n'y aurait pas de saga. Oui, je sais bien. Mais j'aime bien me poser ce genre de questions. Dumbledore précise néanmoins qu'il croit à leur version et à celle de Sirius. Il ne peut cependant pas annuler une décision du ministère et surtout, il leur manque de temps. Alors c'est un peu la douche froide à ce moment-là pour Harry parce qu'il avait toujours cru que Dumbledore était une figure d'autorité indiscutable. Hermione, elle capte le regard de Dumbledore et elle semble comprendre ce que le directeur tente de lui dire en parlant du temps qui manque. Dumbledore poursuit en leur expliquant que Sirius est enfermé au 7e étage dans le bureau de Flitwick et que les choses les plus importantes sont qu'ils peuvent sauver plus d'un innocent, qu'ils ne doivent surtout pas être vus et que 3 tours devraient suffire.
Là encore, j'ai une question, mais Marina, tu pourrais très bien me répondre exactement ce que tu viens de me répondre sur Sirius. Mais est-ce que Dumbledore, il aurait pas pu remonter dans le temps lui-même? Est-ce que vraiment c'est obligatoire que ce soit Harry et Hermione qui y aillent? C'est obligatoire pour l'histoire, mais dans la cohérence de ce qui se passe. Ouais, c'est évident. Enfin, après, je voulais en parler après, mais j'en parlerai après. Mais non, le personnage vraiment clé là, c'est Dumbledore. Là, il envoie 2 gamins faire ce travail-là. Non, mais avec le retourneur de temps, non, mais lui, le plus grand sorcier de l'histoire, il n'y a pas autre chose de mieux à faire. C'est une blague. Effectivement, après, il n'y a pas de. Voilà, ça fait partie du chapitre des livres d'Harry Potter. On se pose sur plein de questions, on met plein de choses en cause. Mais là, à ce moment-là, ce chapitre-là, non, mais effectivement que Dumbledore, il prend le retourneur de temps, il peut faire autre chose qu'envoyer 2 enfants. Là, il peut sauver, non seulement il peut sauver Sirius Black, il peut innocenter Sirius Black, attraper Peter Pettigrew si lui n'est pas capable de le faire. Ouais. Non, c'est évident qu'il y avait mieux à faire quand même. Bon, après, après sur Pettigrew, on pourrait dire que Hermione répète souvent qu'il brise une loi de la sorcellerie et qu'il faut vraiment éviter de faire ce genre de choses parce que les conséquences peuvent être désastreuses. Mais par contre, reste que tout ce que font Harry et Hermione dans le chapitre aurait très bien pu être fait par un sorcier plus compétent qu'eux. Et en premier lieu, Dumbledore. Enfin, il n'y en a pas 36 000, en fait, à ce moment-là, qui est de mèche avec eux. En fait, Dumbledore, il aurait très bien pu faire tout ce qu'ils vont faire. Donc, c'est pour ça que, pour moi, ça sert l'histoire. Après, il y a ce truc chez Dumbledore où il faut que tu apprennes par toi-même, il faut que Harry fasse l'expérience lui-même, il faut qu'il fasse son cheminement, il faut qu'il fasse son propre voyage initiatique, il faut qu'il soit le héros de son propre voyage initiatique. Pour le coup, c'est un voyage initiatique avec plein de dangers de mort. Oui. Mais là, c'est pas une simple leçon de vie quand même. Hein. Après, moi, je pense que dans une certaine mesure, il laisse faire Harry pour se retrouver face à face avec Quirrell à la fin du 1. Il laisse faire Harry pour se retrouver dans la chambre des secrets face aux souvenirs de Tom Jedusor. Et quelque part, là, il laisse faire Harry et Hermione pour prendre plein de dangers et changer le temps. L'éducation qu'il souhaite donner à Harry, elle est hyper dangereuse depuis le départ pour moi. Surtout que, à ce moment-là, sans agir, il prend le retour de temps, il emmène le ministre de la magie et Sirius, on va se cacher derrière un arbre, et on va assister simplement à la scène. Voilà, on n'agit pas, on n'interagit pas, on regarde simplement, on est témoin. Et là, Sirius et le ministre de la magie voient qu'effectivement Peter Pettigrew est vivant. Et après, on vient simplement... ça, c'est vrai. C'est pertinent ce que tu dis. On se cache derrière un arbre et on regarde. Regardez, pourquoi pas le faire ? Est vivant. Et voilà, et puis on vient à notre époque. Ça se fait en 10 minutes. Et ils sont cachés comme Harry et Hermione sont cachés pour la plupart du temps dans le chapitre. Et donc ça, ils pouvaient le faire. Ils pouvaient le faire avec d'autres témoins, simplement pour montrer la vérité. Après, est-ce que Fudge aurait accepté que Dumbledore le ramène dans le temps ? Parce que c'est ça, s'ils le font une fois pour cette situation, ils le font pour chaque crime qui est commis pour prouver chaque accusation. C'est les fameux débats sans fin du retourneur du temps. C'est une richesse incroyable, mais c'est aussi des milliards de questions. Là, J.K. Rowling, effectivement, elle a inventé un truc qui est illimité. C'est forcément, voilà. Mais on en a déjà parlé, je crois. Mais vous connaissez l'anecdote autour des retourneurs de temps et leur présence dans la saga Harry Potter ? Enfin, l'anecdote. C'est un fait dans Harry Potter, mais qui a une explication, on va dire, making of, quoi. Non ? Non, vas-y. En fait, elle adore. Enfin, elle a toujours dit que le 3e tome, c'était son livre préféré, mais que quand elle a écrit ce passage, ce chapitre, et ce passage de retour dans le temps, elle n'a pas pris toute la mesure de l'artefact qu'elle venait de créer. Et en fait, je pense que, par exemple, ce que tu viens de dire, Anthony, elle s'est posé la question après coup. Elle fait, mais attends, si j'ai inventé un retourneur de temps, en fait, par exemple, pour résoudre des affaires criminelles, on pourrait très bien les utiliser tout le temps, en fait. Ah oui. Et elle s'est rendue compte qu'elle avait créé un truc qui pouvait créer des paradoxes et un objet qui est trop puissant, en fait. Si bien que c'est pour cette raison qu'à la bataille du département des mystères dans le 5e tome, elle a fait en sorte que tous les retourneurs de temps soient détruits. Comme ça,
Voilà, elle a claqué des mains comme ça et elle s'est dit comme ça on pourra plus m'embêter sur les retourneurs de temps. Ça Donc, allait pas revenir les retourneurs de temps comme ça. Ce qui fait que L'Enfant Maudit est un script absolument affreux pour cette raison-là aussi, c'est que elle a dû résoudre le problème des retourneurs de temps en les détruisant dans sa saga pour les faire revenir avec un super retourneur de temps parce qu'en plus là, les retourneurs de temps dans Harry Potter, il faut le dire, tu peux retourner que quelques heures en arrière. Tu peux pas retourner des dizaines d'années. Donc même l'artefact, il était limité, mais pour autant, elle s'est rendue compte qu'il était déjà de trop, en fait. C'est pour ça qu'elle les a détruits. Mais alors, les faire revenir dans l'Enfant Maudit, c'est pour ça que quand j'ai lu ça, j'étais tellement en colère. Désolé, hein, mais je suis encore très en colère par rapport à ça. Il y avait vraiment autre chose à faire. Mais voilà, donc voilà, c'est la petite anecdote. Il n'y a plus de retournant de temps à partir du Prince de Sang Mêlé, parce que c'était un peu dangereux ce qu'elle venait de créer. Mais après, je sais pas si vous, quand vous lisez le livre, quand vous voyez les films, et puis tous les Potter, tout ça, mais moi, quand je le vois avec des amis, et forcément, ce moment-là du livre ou du film, mais ça amène, mais forcément, mais on se dit 1 milliard de fois, tiens, moi, j'aurais fait ça, moi, j'aurais fait ça. Mais ça, en tout cas, j'ai l'impression que tout le monde autour de moi se pose des centaines de questions et refont le chapitre, refont le film avec qu'est-ce qu'on fera avec un retourneur de temps, mais on ferait certainement tout, mais pas ce qu'ils font eux, finalement. Même si ce qu'ils font eux est valable. Ouais. Ça fait partie de tous les scénarios possibles quand même. Bah, c'est un classique de la science-fiction, le retour dans le temps, et c'est fascinant. Et c'est pour ça que, voilà, là, on critique, on se pose des questions. Mais attention, enfin, on adore tous le prisonnier d'Azkaban, on adore cette fin. Et je pense que, en fait, ça fonctionne si on se pose pas trop de questions, justement. Si on se laisse porter par l'histoire, parce que tout ce qui se passe, c'est absolument incroyable. Dans le film, ça marche du tonnerre. Mais la règle, c'est ne vous posez pas trop de questions, parce que sinon, si on commence à s'en poser, et bah tout de suite on voit que il peut y avoir des incohérences. Et ça marche dès qu'il y a une histoire de retourner dans le temps ou aller dans le futur en fait dans tous les films ou livres. C'est la question, ça pose trop de questions, trop de parallèles, trop de monde paradoxaux. Je sais pas. Mais en tout cas, ça soulève beaucoup trop de questions pour être cohérent au final. Et puis on adore tellement Sirius, on déteste tellement Peter Pettigrew, que bien entendu qu'on a envie que ça se passe autrement, on a envie qu'Harry aille habiter chez lui et que Peter Pettigrew se retrouve sous les verrous. Enfin, la plupart des gens, j'imagine, c'est quelque chose forcément qu'ils ont envie de voir. Et là, on se dit mais il suffirait de finalement, on revient 1 heure avant et puis ou alors c'est voilà. Bon alors évidemment Harry n'a absolument rien pigé de ce que vient de raconter Dumbledore dans cette scène, mais Hermione elle s'est déjà mise en action. Elle passe autour du cou de Harry une chaîne en or qu'elle porte déjà elle-même et sur laquelle un petit sablier est accroché. Sans prendre le temps de répondre aux questions de Harry, Hermione tourne 3 fois le sablier. À ce moment-là, la salle de l'infirmerie disparaît pour laisser place à un tourbillon de lumière. Tourbillon de lumière. Non, c'est pas ça la chanson. Non, c'est papillon. Puis enfin, sa vision revient et il sent un sol à ses pieds. Hermione et lui se trouvent dans le hall d'entrée de l'école qui est vide et baigné par la lumière naturelle d'une fin de journée. Hermione entraîne Harry dans un placard à balai à proximité, puis elle referme la porte sur eux. Elle explique alors à Harry qu'ils sont remontés le temps et qu'ils sont revenus 3 heures en arrière. Alors, il y a une différence assez importante dans le fonctionnement du retourneur de temps entre le livre et l'adaptation au cinéma. Est-ce que vous avez remarqué laquelle ? C'est pas la manière dont il remonte le temps ? Au cinéma, tu vois tout ce qui se passe derrière. Alors oui, ou t'es sur une bonne piste. En fait, il se trouve dans le hall d'entrée de l'école. Sauf qu'en fait, dans le film, ils restent dans l'infirmerie, sauf qu'ils sont des heures plus tôt, en fait. Exactement. Dans le livre, le retourneur de temps, il permet de voyager dans le temps, mais il permet a priori de voyager dans l'espace aussi. Ce qui n'est pas le cas dans le film. On a souvent fait les louanges du 3e film. Je vais encore la faire, parce que, désolé, mais je trouve ça plus logique, même si, attention, on parle de science-fiction là, mais je trouve ça plus logique qu'un retourneur de temps te fasse retourner dans le temps, mais que tu puisses pas non plus voyager dans l'espace en même temps. Bon. Non, mais je suis d'accord. En lisant le chapitre, alors, j'espère que je vais faire sourciller personne, mais je trouvais, pour une fois, que presque ce chapitre-là était plus riche dans le film qu'il l'est dans le livre. Et j'ai tendance à penser aussi, ouais. Sur un autre détail qui arrive plus tard, et je trouve que le film est plus malin là-dessus. Mais je suis d'accord aussi. Mais
Encore une fois, je pense que ça va de pair avec ce qu'on disait sur J.K. Rowling. Quand elle a écrit ce chapitre, il y avait un peu l'euphorie d'avoir créé ce retournement de situation et ce voyage dans le temps. Et c'est après coup, elle s'est dit, c'est un peu, ça pose des questions. Et peut-être qu'elle l'écrirait différemment cette fois. Et peut-être même que, par exemple, là, ce détail, c'est un détail, hein, mais ce détail de rester dans l'infirmerie, peut-être qu'elle le ferait. Tu vois. En plus, comment tu décides d'aller dans le hall d'entrée ? Est-ce qu'il suffit d'y penser comme un transplanage ? Je l'imaginais un petit peu comme ça. Peut-être que dans le livre, elle a fait ça parce qu'elle s'est dit que Hermione avait besoin d'apparaître toujours à des endroits où il n'y avait personne. Pour pas qu'il y ait Hermione qui apparaisse comme ça devant toi. Et elle s'est dit, c'est peut-être plus simple que Hermione puisse voyager dans l'espace. Mais comment ça marche exactement ? C'est un peu curieux quand même. J'en ai un devant moi, mais il fonctionne pas. Hermione demande à Harry de rester silencieux. Elle écoute à la porte du placard. Elle entend des bruits de pas dans le couloir et elle est certaine qu'il s'agit de Harry, Ron et elle-même se rendant chez Hagrid 3 heures plus tôt, tous cachés sous la cape d'invisibilité. Harry, il n'est pas du tout serein. Il demande à Hermione plus d'informations et elle lui explique que le professeur McGonagall a réussi à lui trouver un reteneur de temps en début d'année pour qu'elle puisse suivre tous ses cours. Par contre, elle ne comprend pas ce que Dumbledore voulait dire par le fait qu'ils peuvent sauver plus d'un innocent ce soir. Harry, lui, il comprend soudainement. Il faut qu'il commence par sauver Buck. Comme ça, ils pourront voler jusqu'au bureau de Flitwick et Sirius pourra s'échapper en volant. Après avoir vérifié qu'il n'y a plus de bruit dans le couloir, Harry et Hermione sortent et se rendent dans le parc rapidement, puis ils se mettent à courir jusqu'à la forêt interdite. Ils contournent par les serres pour prendre le moins de risques possible d'être vus, et une fois parvenus dans la forêt, ils longent la lisière jusqu'à se retrouver à la cabane d'Hagrid. Cachés derrière un arbre, Harry et Hermione s'entendent eux-mêmes frapper à la porte de la cabane, puis rentrer bientôt chez Hagrid. Harry dit à ce moment-là que c'est la chose la plus étrange qu'il ait jamais fait. Vous arrivez à vous imaginer la situation si ça vous arrivait à vous ? Genre de se voir soi-même dans le passé sans que votre moi du passé le sache. Ça m'arrive tout le temps. Ça t'arrive tout le temps, c'est ça que tu disais, Anthony ? Ouais, quand t'as bu 2 litres de Guinness. Tu te vois toi-même. Et toi, Marina, t'arrives à te projeter ou pour toi c'est trop science-fiction ? Trop science-fiction, je pense. Ouais. Et j'aimerais pas me voir à des moments de vie. Non, j'aimerais pas. Ça doit être curieux quand même. J'aimerais pas cette expérience, je pense. En fait, c'est comme une expérience de mort imminente, en fait. On n'est pas censé se voir soi-même. Mais tu vois, je reviendrais bien dans le passé, là. Peut-être hier soir ou ce midi. Non, plutôt ce midi. Et me dire, mange pas de 2e raclette. 2 raclettes dans un week-end, c'est beaucoup trop. Surtout qu'après, tu dois enregistrer un épisode. 2 raclettes dans un week-end, oui. Ouais. Après, si t'as mangé qu'une petite pomme de terre de rien du tout. Une hier soir et une ce midi. Et là, je dois vous avouer, les amis, que je suis en digestion raclette et c'est très dur. Je n'en peux plus. Mais là, c'est pas juste. Tu vois, en plus, un retour de temps, ça te permet pas juste. Mais oui, puis en plus, je pourrais même pas. Ah non, tu pourrais pas. Je pourrais pas dire à la Marina d'hier ou de tout à l'heure, genre ne mange pas de 2e raclette. Parce que du coup, ça créerait un gros problème dans le monde, tu vois, c'est l'effet papillon. Marina ne mange pas de 2e raclette, ça crée une autre guerre dans le monde, quoi, carrément, l'effet papillon. Ouais, parce que là, en fait, l'étrangeté de la chose, c'est de se voir soi-même. Pour moi, c'est vraiment ça. Et moi, j'aurais l'impression d'être mort, je pense. Parce que c'est tellement pas naturel de se voir soi-même. Enfin, on se voit soi-même, on voit notre reflet dans le miroir. Mais de se voir bouger, de se voir à 360 degrés, on n'est pas censé faire... c'est pas un truc... Moi, je crois que j'aurais la même réaction d'Hermione dans le film. Genre, ça ressemble à ça, mes cheveux de derrière. Bah ça, c'est un ajout que j'aime bien, par exemple. C'est pas dans le livre, ça. Hein. C'est pas un détail qui est dans le livre. Harry et Hermione longent à nouveau les arbres pour s'approcher de Buck. Harry propose de le détacher dès maintenant, mais Hermione explique que les membres de la commission doivent d'abord voir l'hippogriffe en arrivant. Dans la cabane, ils entendent le pot au lait qui se casse, puis Hermione qui pousse un cri en tombant sur Croutard. Harry a alors très envie de se précipiter chez Hagrid pour attraper Pettigrew. Mais Hermione lui répète que c'est impossible, ils sont en train d'enfreindre une des lois les plus importantes de la sorcellerie et les conséquences pourraient être désastreuses s'ils se voyaient eux-mêmes. McGonagall d'ailleurs l'a bien mise en garde à la rentrée avant de lui confier l'objet, parce que des sorciers se sont déjà tués eux-mêmes en faisant ce genre de choses. Je me suis demandé, si, imaginons là, on est encore dans la projection, ça vous arrive à vous, est-ce que vraiment vous deviendriez fou ? Vous pensez ? Enfin, votre moi du passé deviendrait fou ? Enfin, je sais pas si vraiment le premier réflexe c'est d'essayer de tuer
son double, tu vois. Non, surtout, on est quand même dans la magie, quand même. Enfin, il voit des choses incroyables tous les jours. Ouais, C'est, ouais, je suis voilà, d'accord. c'est un truc de plus qui est fantastique, finalement. Donc, ils ont quand même l'habitude, eux, d'avoir à faire plus ou moins un genre de choses. Ouais, parce qu'il y a un truc dans ce genre, dans la série Umbrella Academy, qui est aussi un comics de base. Il y a un membre de la Umbrella Academy qui peut remonter dans le temps. Et il y a des règles dont le fait de remonter dans le temps, c'est de ne pas se croiser soi-même parce que sinon tu as tant de symptômes et à partir du moment où tu as un des symptômes, ça démontre que tu vas devenir fou en fait. Parce que dans ce monde-là, dans Umbrella Academy, si tu vois ton toi du passé ou du futur, tu deviens fou en fait. Mais ça, j'arrive pas à le projeter. Et tu pourrais te tuer toi-même, c'est Ok. d'ailleurs. Par exemple, bon, d'accord, là, dans cet exemple dans le chapitre, Harry et Hermione, ils savent pas qu'ils vont... Ah, quoique Hermione, si. Par exemple, pour moi, ça marche pas sur Hermione. Parce que Hermione, elle sait qu'elle peut retourner dans le temps. Donc, si Hermione se voyait elle-même, elle saurait que c'est elle-même qui va... Ouais, mais Ouais, c'est mais il voyage faut dans ne le temps. pas être au courant en fait. Bah oui, c'est ça le truc, c'est que en fait, on brise tellement une loi naturelle quoi du monde dans lequel on vit que en fait, si elle est au courant elle-même qu'elle le fait, est-ce que elle le fera peut-être pas? Enfin, oui, non, mais ouais, ça rend fou, ça Justement, rend fou le ça. retour dans le temps, de toute façon, c'est une invention géniale, mais alors, voilà, après, tout est possible et tout, on peut faire tout et n'importe quoi. Et puis, on peut imaginer tout et n'importe quoi. Parce que là, ils disent, il y a des lois qu'il faut respecter, mais déjà, ils sont en train de pas la respecter, de toute façon. Donc, pourquoi, voilà, ils peuvent changer, déjà, ce qu'ils font, peuvent changer de manière catastrophique le futur. Donc, en quoi ils se disent, mais ça, c'est moins bien, ça, voilà, c'est-à-dire tuer ou choper Petit Grou, en quoi ça va plus changer le futur que finalement libérer Buck et puis libérer Sirius. Ils savent pas ce qui peut se passer après non plus. Non, mais c'est sûr qu'il vaut mieux éviter de se voir soi-même, mais de là à devenir fou, je sais pas. Non, mais si Harry, par exemple, s'il avait mis une moustache, peut-être qu'il une fausse moustache, un postiche. Ouais. Résigné, Harry comprend les arguments d'Hermione comme je comprends les vôtres. Et il annule malgré lui l'idée d'aller chercher Pettigrew. Hermione donne un coup de coude à Harry et lui montre le château du doigt. C'est à ce moment que Dumbledore, Fudge, le vieillard de la commission, j'adore le fait qu'il n'ait pas de nom, et McNair sortent du château pour rejoindre la cabane d'Hagrid. Hermione se souvient alors que c'est là que les trois amis du passé vont sortir de la cabane du garde-chasse. En effet, Harry et Hermione se voient sortir. Alors que les deux amis s'éloignent vers la forêt, Harry voit alors le double d'Hermione jeter la câble d'invisibilité sur lui. Harry et Hermione, du présent, qui restent derrière l'arbre, peuvent entendre alors la conversation qu'ils ont loupée la première fois parce que la porte est restée entr'ouverte. La voix du bourreau retentit pour demander où se trouve Buck, et McNair passe son visage vers la fenêtre pour regarder si Buck est bien à l'endroit indiqué par Hagrid. Fudge indique qu'il doit procéder à la lecture de la déclaration officielle de l'exécution, déclaration qui doit être signée par Hagrid et McNair. Le Premier ministre commence à lire l'acte de condamnation de l'hippogriffe, attirant alors l'attention du bourreau. Harry profite de ce moment pour se précipiter dans le potager pour libérer Buck. L'hippogriffe accepte tout de suite la soumission de Harry. Une fois la corde détachée de la clôture, Harry a du mal à faire avancer Buck. Malheureusement, Fudge a terminé de lire son acte de condamnation et le vieux monsieur de la commission invite les parties, sauf Hagrid pour préserver sa sensibilité, c'est beaucoup trop gentil, à procéder à l'acte. Enfin, Buck cède à Harry et décide d'avancer. Mais rien n'est gagné puisqu'il reste 3 longs mètres à parcourir et pendant lesquels Harry et Buck sont visibles depuis l'arrière de la cabane. Heureusement, Dumbledore interpelle McNair qui a oublié de contresigner la déclaration. Ce gain de temps permet à Harry et Buck d'atteindre le couvert des arbres. Ils sont enfin à l'abri des regards. La porte arrière de la cabane d'Hagrid s'ouvre. C'est à ce moment-là que tout le monde découvre l'absence de Buck, ce qui rend McNair furieux, parce que pourtant il l'avait aperçu dans le potager quelques minutes plus tôt. Et Dumbledore, lui, paraît amusé par la situation. Et du coup, je me demande, est-ce que Dumbledore du passé peut être déjà au courant de son futur move, alors que rien ne s'est encore passé? Parce que c'est bizarre qu'il paraît amusé parce que... Si, il peut simplement paraître amusé parce qu'il part du principe qu'on a volé Buck dans un heureux hasard.
Mais moi, j'ai tout de suite assimilé à il savait déjà ce qui allait se passer dans le futur. Comment, ça, je ne sais pas. Pour moi, c'est pas possible. Ouais, mais regarde, dans le film, c'est presque plus évident. C'est-à-dire l'attitude de Dumbledore quand il sort et puis qu'il détourne l'attention du ministère de la Magie, du ministre de la Magie, pour montrer, je sais plus quoi, sur le château de Poudlard, ou je sais plus. Oui, c'est abusé. Oui, c'est Il y a abusé. parti pris dans le film, ouais. Là, c'est. Moi, j'ai l'impression que Dumbledore, il est au courant de tout ce qui se passe. Hein. Du coup, comment il peut être au courant ouais, c'est alors ça, que c'est Sirius que- n'a pas... C'est pour ça qu'il semble être au courant, mais en même temps, Sirius n'a pas été encore capturé. Moi, je pense que c'est une ambiguïté que J.K. Rowling aime laisser dans le chapitre pour que justement on puisse avoir ce genre de discussion. Après, tout grand sorcier qu'il est, je vois pas comment c'est possible que Dumbledore puisse anticiper le fait qu'il va qu'il va demander à Harry et Hermione de remonter dans le temps plus tard. Parce que je vois pas comment c'est possible, tout simplement. Je pense qu'on est plus de l'ordre de la coïncidence. Et je pense qu'en adaptant le livre, ils ont aimé cette ambiguïté-là, si bien qu'ils ont étiré le fil de la chose. Je sais pas. Moi, j'aurais tendance à penser que l'ambiguïté est marrante, mais si on commence à y réfléchir, c'est impossible qu'ils puissent le faire exprès. C'est pas Dumbledore, comme tu le disais un petit peu tout à l'heure, c'est même pas qu'il a un temps d'avance, il a l'impression qu'il a des années d'avance sur Ouais. tout le monde. Comme si tout ce qu'il fait avec Harry, c'était pas par rapport au présent, c'était par rapport à ce qui va se passer dans le futur. Bah c'est aussi le paradoxe autour de Dumbledore, c'est que il a forcément des cartes en avance sur le lecteur et sur tous les autres personnages de la saga. Mais en même temps, il y a aussi une facette chez Dumbledore qui improvise au fur et à mesure. Parce que les Horcruxes, il a la théorie des Horcruxes, mais il n'est pas certain tant qu'il n'a pas la preuve des Horcruxes, par exemple. Donc il a bien improvisé la stratégie au fur et à mesure de la saga. Mais oui, ça donne cette impression qu'il sait déjà tout sur tout et que quand le premier tome d'Harry Potter commence, il sait déjà comment la saga va se finir. Il donne cette impression-là, oui. Puis plusieurs fois, alors, et dans les livres et dans les films, il y a toujours cette phrase qui revient, il me semble, plusieurs fois, mais c'est Dumbledore. Sous-entendu, il est déjà au courant. Il sait tout. Ouais. Hmm. Mais par exemple, c'est difficilement défendable l'idée que Dumbledore savait que Sirius Black était innocent. Pour moi, c'est impossible. Mais même factuellement, il a été le premier à dire au ministère que les Potter avaient choisi Sirius Black comme gardien du secret. Il y a des choses qu'il ne sait pas. Il peut pas tout savoir, même s'il donne l'impression de. Il peut pas tout savoir, mais c'est vrai que après, non, c'est génial parce que ça crée une ambiguïté incroyable. Mais là, franchement, quand je lis, quand je vois le film et quand je lis même le chapitre, quand je l'ai relu, je me suis dit, mais Dumbledore, oui, il est au courant. Alors peut-être parce que j'étais influencé par voilà, des relectures, et puis les visionnages du film, mais moi, ça me paraissait évident presque. Non, évident, vraiment, que Dumbledore était déjà au courant. Et que justement, il agit exprès pour attirer l'attention, pour que Harry ait le temps de sauver Buck. En tout cas, c'est l'impression que je pense que que Rowling veut nous donner. Si ça se trouve, Dumbledore lui-même remonte parfois dans le temps et que le Dumbledore du passé est en fait déjà le Dumbledore du futur. C'est pas un truc de Rick et Morty, ça? Bah là, on est chez Rick et Morty, c'est exactement ce que je pensais. Imaginons qu'en fait, au moment, par exemple, la commission, la visite chez Hagrid et tout, donc ce présent-là, imaginons que le Dumbledore du présent soit en fait en train d'étudier dans son bureau et que le Dumbledore qui se rend chez Hagrid et qui est en fait au courant que Harry et Hermione vont retourner dans le temps et tout, c'est parce que c'est Dumbledore du futur qui est en train de faire tout ça. Mais ça veut dire que Dumbledore aurait un retourneur de le temps. Ouais. Et là, ça devient complètement fou parce que, genre, en fait, Dumbledore, ça se trouve, c'est un Dumbledore du passé, du futur, tu sais pas, en fait. Ça pourrait se défendre, hein. On est chez Rick and Morty, mais ça se pourrait. Oui, c'est Rick, je crois, qui... Il y en a plus. En fait, Il y en a plusieurs, mais Ouais. le Rick... Je crois que le Rick de la saison 1 n'est pas le même Rick à partir de la saison 3. En fait, t'as des infographies pour t'expliquer, ouais. Ouais, je sais plus, mais il y a un truc comme ça. Hein. En fait, tout est possible. Il y a un moment, quand tu brises autant les règles, tout est possible. Ouais, c'est ça. Après, on s'y retrouve plus. Et c'est un running gag dans la série. Bon, en tout cas, il y en a un qui est dépité, c'est McNair, qui jette sa hache contre la clôture. Assoiffé de sang, le bourreau veut procéder à des recherches dans la forêt. Mais Dumbledore l'arrête et le suggère de faire des recherches plutôt dans le ciel que sur Terre. Quelqu'un qui part avec un hippogriffe ne partirait certainement pas à pied. On en parle du bourreau qui est Ouais. déçu de pas tuer un animal.
Alors qu'il devrait être heureux de pas avoir à Mais en accomplir fait, cette tâche. c'est bien parce que pour lui, c'est un métier passion. Ouais, c'est un métier passion. C'est un Ouais. métier passion, il en faut, tu vois, des Quelle gens surprise d'apprendre qu'il sera mange-mort après. Buck est désormais sauvé de la hache du bourreau. Et maintenant, Hermione explique à Harry qu'ils doivent désormais attendre de pouvoir voler jusqu'à la tour pour libérer Sirius. Mais il ne sera pas là-haut avant 2 bonnes heures, donc il faut rester caché. Harry lui suggère d'aller un peu plus loin dans la forêt pour pouvoir avoir des repères dans le temps, comme par exemple leur entrée et leur sortie du Saule-Cogneur. Ils se voient tous les deux courir après Ron, quand Sirius arrive sous sa forme animale et tire Ron entre les racines du Saule-Cogneur, qui est immobilisé quelques secondes plus tard par la petite patoune magique de Patenron. En parallèle, Magic coussinet. Magic Patoon. En parallèle, les 4 hommes qui sont sortis de la cabane d'Hagrid entrent enfin dans le château. Et quelques minutes plus tard, c'est à Lupin de faire son entrée dans le parc. Lupin, dans la confidence de l'astuce du Saule-Cogneur, prend une branche pour appuyer sur le nœud pour l'immobiliser. Et là, Harry commence à faire son Harry. Parce que la cape d'invisibilité est aux abords de l'arbre. Si seulement Lupin l'avait pris et s'il allait cacher la cape comme Rogue, comme ça, Rogue ne la trouverait pas. Mais Hermione rappelle à Harry qu'il ne faut pas interférer avec le passé. Au moment où Monsieur Harry, je n'en fais qu'à ma tête, s'apprête à aller chercher la cape d'invisibilité, Hermione le retient par le pan de sa robe de sorcier juste à temps. En effet, un Hagrid chantonnant se rend au château, une bouteille à la main. Sacré Hagrid. Mais c'est bien parce qu'Hagrid, il boit quand il est content, mais quand il est triste aussi. Ouais. Donc il boit un peu tout le temps. Je crois que c'est un sujet qu'on avait abordé dans le tome 1 et limite chapitre 1 et 2 sur le possible alcoolisme de Hagrid. Ah, Je mais... sais pas si tu t'en souviens. Oui, bah... On avait eu ce débat. Non, c'est même pas un débat, c'est que c'est même étymologiquement son prénom Rubéus, ça vient de Rubicon parce qu'il a le visage, Ah oui, c'est vrai. il a le visage Rubicon parce que il est porté sur l'alcool. Après, Rubicon, c'est forcément tu as un visage Rubicon parce que tu es rouge d'alcool. Enfin, Bah, J.K. Rowling l'avait expliqué comme ça. ok, Ouais. d'accord. Non, pas forcément, mais Mais pas forcément, c'est pas Non. une généralité. Ok. non. Et en voyant son maître, Buck essaye de le rejoindre. Heureusement, Harry et Hermione réussissent à l'immobiliser. C'est vrai, Buck, il est sauvé, mais en même temps, c'est déchirant parce que bon, il va avoir un nouveau maître, un maître avec Sirius. Je sais pas si Sirius est vraiment très affectueux par rapport à Hagrid, mais il perd quand même Hagrid qu'il a recueilli, qu'il l'a chouchouté. C'est quand même un peu triste. Ouais, puis il a une vie qui l'attend, qui est un petit peu moins confortable Bah, que c'est ce ça. qu'il vivait Mm. dans le parc de Poudlard, je pense. Mais, Ouais. Tout le temps à se cacher et tout, à se nourrir de tout et de rien. mais après, je pense que c'est assez peu décrit. Mais je pense que Sirius et Buck, ils développent une relation qui est hyper proche parce que pendant toute une année, il va vivre dans des grottes avec l'hippogriffe. Même quand il retournera à Square Grimoire, Buck, il sera dans une chambre au Square Grimoire. Mais attends, je me souviens plus, après la mort de Sirius, il devient quoi, Buck? Ah, c'est une Retour bonne- avec Hagrid. C'est une bonne... Oui, je crois je pense que Hagrid le récupère, ouais. C'est une bonne question. Je sais pas si c'est précisé, je m'en souviens plus. Moi, je me rappelle plus. Je sais ce qu'il pense quand il est avec Sirius, il se nourrit régulièrement dans la tête. Une fois Hagrid rentré dans le château, c'est Rogue qui en sort quelques instants plus tard. C'est un vrai moulin, ce château. Comme prévu, Rogue s'empare de la cape d'invisibilité et ramasse la branche de Lupin pour immobiliser à son tour le Saule-Cogneur. Et voilà, il ne reste plus qu'à attendre que toute la joyeuse troupe sorte à nouveau de la cabane hurlante. Pour patienter, Hermione attache Buck à l'arbre le plus proche avant de se poser. Hermione s'interroge sur pourquoi les détraqueurs n'ont pas attrapé Sirius. Avant de s'évanouir, elle s'était aperçue du nombre important de détraqueurs. Harry lui raconte ce qu'il a vu. Si Sirius n'a pas été capturé par les détraqueurs, c'est grâce à l'intervention d'une silhouette argentée qui a forcé les horribles monstres noirs à s'éloigner. C'était un Patronus formé par un sorcier très puissant qui l'a lancé, et il pense savoir qui est à l'origine de ce Patronus. Car avant de s'évanouir, il a aperçu son père. Ça semble fou en effet. Devant le regard inquiet d'Hermione, il l'avoue, mais il pense que peut-être parce que les maraudeurs vivants se sont retrouvés en même temps dans le parc, et du coup, cette retrouvaille aurait fait apparaître son père, ou tout simplement, c'était une hallucination proche de la mort ou dans son faible état.
Après plus d'une heure d'attente, la petite troupe sort du Saule-Cogneur. Harry sait que la pleine lune va apparaître à tout moment, mais Hermione, connaissant parfaitement son meilleur ami, lui rappelle qu'ils ne peuvent pas intervenir. Harry ne souhaite pas laisser encore une fois Petit Gros s'échapper, mais Hermione lui rappelle que s'ils sont revenus dans le passé, c'est pour Sirius. Soudain, Harry se souvient que Lupin, une fois transformé en loup-garou, va se diriger droit sur eux. Il faut qu'ils partent avec Buck. La meilleure solution de repli est la cabane d'Hagrid. Buck, trop content de retrouver la maison de son maître, se pose tranquillement devant la cheminée allumée. C'est drôle parce qu'on a pas mal parlé déjà dans le chapitre de son adaptation au cinéma. Et là, la différence à ce moment précis, elle est assez intéressante parce que dans le livre, Harry et Hermione, ils doivent fuir parce que le loup-garou arrive sur eux, ce que tu viens de raconter. Alors que dans le film, Hermione, elle l'appelle exprès le loup-garou vers eux pour éviter qu'il attaque le Harry du passé. Ouais. Qu'est-ce que tu fais ? Je nous sauve la vie. Voilà. Et j'aime bien comment Steve Close a fait exactement l'inverse. Alors après, dans le film, Hermione, elle fait ça, et après Harry, il dit « Mais il arrive droit sur nous ?» Elle fait « Ah oui, j'ai pas pensé à ça. » Oui, forcément, tu l'appelles et il arrive. Mais dans la cabane d'Hagrid, ils n'ont pas du tout de repères sur ce qu'il était en train de se dérouler. Il faut qu'Harry sorte pour ne pas manquer Sirius. Malgré ses soupçons, Hermione approuve finalement le plan d'Harry. Harry, une fois sorti de la cabane, se précipite vers le lac. Là où lui, cet inconnu qui lui a sauvé la vie, est apparu. Il faut qu'il sache si c'était son père cette nuit-là. Une fois arrivé au lac, il se cache dans un buisson pour attendre l'inconnu. Mais personne ne vient, alors que c'est le moment où il devait être sauvé. Et c'est à ce moment qu'il comprend. Ce n'est pas son père qui l'a vu, mais c'est lui-même. Alors, Harry sort de sa cachette pour se sauver lui-même et lance un Spero Patronum. Après avoir fait fuir les détraqueurs, le Patronus fait volte-face vers Harry. C'était un cerf, cornedru. C'est quand même assez fort ce moment où Harry était persuadé d'avoir vu son père, mais en fait il se voyait lui-même. Et je trouve que ça en dit long sur la suite en fait. Parce que c'est un peu une façon de montrer que Harry n'est plus un enfant, qu'il est un combattant. Et que s'il a cru voir son père, c'est que quelque part il a cru voir un adulte aussi. Et je trouve que c'est une belle métaphore du passage à l'adolescence en fait. C'est pour ça qu'on dit souvent le prisonnier d'Azkaban, c'est la transition entre l'enfance et l'adolescence. Et je trouve que c'est un super beau moment en fait où Harry réalise que c'est pas son père, que c'est lui-même, et donc qu'il voit son père à travers lui désormais. Et qu'il soit tellement semblable que finalement son Patronus est un cerf à la forme animale de son papa. Et métaphoriquement, c'est un soir où il va rentrer en contact avec son père en fait. Il y a énormément de choses qui se passent, je trouve. Et pourtant, le texte, à la manière de J.K. Rowling, parce que c'est de la littérature jeunesse qui se lit très facilement, voilà, ça passe vite, on est dans le tourbillon de l'action. Mais quand on s'arrête, c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Harry, il rentre en communication avec son père et il se rend compte il y a un passage de témoin qui se fait. L'adulte, le combattant de l'Ordre du Phénix qui était son père, Harry le devient peu à peu. Ouais, je trouve que apparemment cette émotion-là, on la voit moins dans le film. Alors, je sais que je fais toujours les rapports entre les deux. Ouais. Justement, la phrase lentement, il inclina sa ramure. Ce passage-là, il est magnifique. Et c'est dommage de ne pas l'avoir intégré dans le film. Justement, là, il y a vraiment ce que tu dis, c'est ça. Il y a l'émotion de l'instant. On se demande vraiment, même s'il y a une vraie interaction avec son père, on se demande même finalement, pendant 2 secondes, finalement, si c'est pas son père. Un peu dans le bouquin, il dit cornedru, murmure-t-il. Et là, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et c'est dommage que... Ouais, je suis d'accord, ça aurait mérité peut-être autre chose. Ouais, parce que là, vraiment, dans le livre, dans ce passage-là, après, on l'interprète quand on veut, mais quand il regarde son Patronus et qu'il se rend compte de cornedru, que c'est son père, que c'est un cerf, clairement, il voit son père, quoi. C'est là où il rentre en communication avec son père. Alors que dans le film, je suis d'accord, c'est plus de l'ordre de la blague. Quand ils sont déjà sur le dos de Buck, c'était « Ah, j'étais persuadé de réussir parce que je l'avais fait moi-même, est-ce que tu comprends ?» Puis il y a un qui fait « Non, mais j'aime pas voler !» Voilà, c'est un peu de l'ordre de la blague. Alors que là, il y a vraiment quelque chose de très fort qui se passe. Même si c'est très court, très succinct, ça suffit en fait, on comprend. Hermione apparaît avec Buck furieuse de l'action qui venait de se dérouler. Mais Harry lui explique ce qu'il vient de se passer. Hermione n'en croit pas ses oreilles. Ce que Harry vient de faire, c'est un acte de magie très avancé. Mais Harry, comme tu viens de le dire, savait qu'il allait réussir car il l'avait déjà fait. À ce moment,
Rogue reprend connaissance. Il fait apparaître des brancards pour porter les corps d'Harry, Hermione et Sirius, alors que Ron occupe déjà un brancard. Puis, il se met en route vers le château. C'est bientôt le moment. Maintenant, il faut attendre que Dumbledore les enferme dans l'infirmerie. Harry et Hermione aperçoivent McNair qui traverse le parc pour aller chercher les détraqueurs. C'est le moment. Les deux amis s'envolent sur le dos de Buck à la recherche de la fenêtre de la tour où est retenu captif Sirius. Ce dernier n'en revient pas quand il voit la scène se dérouler devant lui. Il bégaye lorsque Hermione déverrouille la fenêtre à l'aide d'un Allomora, mais pas le temps d'expliquer, les détraqueurs vont bientôt arriver. Pas le temps de niaiser. C'est ça. Un instant plus tard, Sirius se trouve lui aussi sur le dos de Buck, et les trois compères rejoignent le sommet de la tour. Une fois en haut de la tour, Harry signale à Sirius qu'il faut qu'il parte très vite. Black, visiblement ému, dit à Harry qu'il est le digne fils de son père. Ça revient aussi à ce que tu viens de dire. Là, pour le coup, on a peut-être un effet un peu inverse. J'ai l'impression que dans le livre, c'est un peu plus pudique que dans le film, alors que dans le film, il y a quand même ce dialogue entre Gary Oldman et Daniel Radcliffe où Sirius pose la main sur le cœur de Harry en disant voilà, je serai toujours là. Puis sous-entendu, tes parents sont toujours là et tout. Il y a quelque chose d'un peu plus fort. Ils se sont peut-être rattrapés sur le dialogue Harry-Sirius. Après, c'est parce que la scène, ils sont tous pressés, ils ont peur qu'ils se fassent rattraper. Et on voit que Sirius, quand on lit, on sent que Sirius a envie de dire beaucoup de choses. Mais le temps presse, Hermione et Harry le bousculent un peu pour qu'il parte. Et je pense qu'il n'a pas le temps de dire tout ce qu'il a sur le cœur, quoi. Ouais, alors que dans le film, Steve Kloves, le scénariste, s'est dit non, ils vont partir à Dotbuck. Ils vont aller dans un autre endroit où ils peuvent pas être vus. Et il y a même ce truc où en fait Hermione s'éloigne. Elle appelle Buck, elle s'éloigne pour laisser Harry, son parrain, seul à seul et avoir une discussion. C'est vrai que c'est judicieux pour le coup. Alors que là, tout se fait un peu dans la précipitation. Ouais. Alors que là, Buck et Sirius s'élèvent dans les airs jusqu'à ce que leur silhouette ne soit plus qu'un point noir dans le ciel. Et voilà pour ce chapitre et ce retour dans le temps. On retourne dans le présent. Bruitage de rewind. Merci Marina pour ce racontage. Merci Jérémy. Merci Anthony pour ces remarques toujours aussi pertinentes depuis le temps du podcast. Exceptionnel. Moi, je dirais que c'est des remarques absolument uniques dans l'histoire de Fréquence Enfantine. C'est vrai, là, c'est du très haut niveau. C'est ce qu'on peut proposer de mieux à la fréquence, grâce à toi. C'est du Jean-Paul Sartre. Il est temps de renommer ce chapitre, de donner un petit nom au chapitre. Je sais pas, tiens, Anthony, est-ce que tu y as pensé ou pas ? Oui. Ah, bon élève. Je vais faire un truc drôle, un truc caustique. Et non, finalement, c'est tellement... Voilà, c'est une simplicité absolue, mais ça paraît d'une évidence. Moi, c'est tout simple. Vas-y. C'est le retourneur de temps. Parce que c'est vraiment le... J'attendais la chute. Non, parce que j'avais dit, allez, je vais faire un truc drôle, je vais faire un truc... Mais non, mais le retourneur de temps amène tellement... C'est un des points clés, peut-être le plus critique, et aussi le plus génial, finalement, parce que quand ça permet d'apporter tellement de conversations. Et non, moi, je l'ai appelé le retourneur de temps. Mais en vrai, c'est un chapitre qui aurait pu s'appeler comme ça. Elle aurait pu appeler le retourneur de temps. Oui, parce que c'est comme Ginny, c'est le personnage clé d'Harry Potter. Là, le retourneur de temps, c'est l'objet clé, un des objectifs de la saga Harry Potter. Et celui qui est, en tout cas, qui permet de... J'imagine que les fanfictions avec le retourneur de temps, ils ont dû se donner à cœur joie. Ouais. Bon, d'où une fanfiction qui s'appelle L'Enfant Maudit, dont on a déjà parlé. Mais je ne l'ai jamais lu, parce que je ne sais pas si tu te rappelles, mais quand j'avais justement au podcast, je ne sais pas si c'était pendant le podcast ou avant ou après qu'on en parlait entre nous, et je ne l'avais pas encore lu, et oui, totalement déconseillé de le lire. Donc, il vaut mieux voir la pièce. La pièce, on ne l'a jamais vue, et il paraît que c'est un spectacle incroyable. J'espère, effectivement, c'est ce que je disais hier à Harold, j'espère voir la pièce. Et en attendant, je ne l'ai pas encore lu le livre. J'ai très envie de voir la pièce, hein. Attention, j'ai très envie de voir la pièce aussi. Parce qu'il paraît que le spectacle sur scène, la mise en scène, les acteurs, c'est à voir. Reste que le script, non, le script, pas du tout. Et toi, Marina, si tu devais renommer le chapitre ? J'ai choisi un renommage de chapitre, mais ça va pas. Pourquoi ?
Tu vas comprendre. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, chapitre 21. Un retour vers le futur complicado. Ça va pas le titre Retour vers le futur, la référence? Parce qu'ils vont dans le passé aussi, mais... Ah, mais tu sais, dans Retour vers le futur, ils vont dans le passé, en fait. Mais ils vont pas dans le futur, Oui. dans le 2? Bah, en fait, c'est le paradoxe du titre, c'est un retour vers le futur, tu vois. Attends, ils voyagent dans le futur? Bah, je sais plus. Dans le 2, ils Dans vont le pas 2, oui. Attends, dans le 2, ils font les deux. Dans le 2, ils font les deux. Ouais, Mais ils commencent par le futur. ouais, ils commencent par le futur. Dans le et- 1, c'est quand il va dans le passé, il embrasse sa mère. Non, c'est pas ça. Dans le 1, ils vont dans le passé. Et dans Ah, le dans le 2, passé. ils vont dans le passé, si bien qu'en fait, ils vont dans le passé de ce que t'as vu dans le premier film. Ça, il était génial. Mais ils vont dans Du le coup, futur finalement, c'est pas si nul, mon... aussi. Bah non, c'est pas si nul, mais moi aussi, j'ai fait une référence de Ok. toute façon à Ah. Retour vers le futur. original. Vas-y, toi. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, chapitre 21. Doc et Marty permettent à Sirius de s'enfuir en DeLorean. Ah. Moi, j'avais hésité avec le nom de Zeus. J'imagine bien Sirius, tu remplaces Buck par la voiture DeLorean. Avec la musique de Retour vers le futur. Nom de Zeus. Non de Zeus. Titre de rubrique de Parlons Pélache. Le nom de Zeus. Ouais, c'est ça. On aurait pu le renommer aussi Harry Potter, le prisonnier d'Azkaban, chapitre 21. Mr. Walden McNair. Parce que le personnage pratiquement iconique de la série. Et ben justement, c'est la question que j'allais poser. Est-ce qu'il y a un personnage qui vous marque particulièrement dans le chapitre? Soit ça serait McNair. Non, ça serait Ginny, moi. Ah oui, c'est vrai. Non, c'est Dumbledore. Alors, je suis pas dans l'originalité, mais parce que voilà, on en a parlé tout à l'heure. C'est pour moi, il y a mieux à faire et Dumbledore a mieux à faire qu'envoyer deux gamins avec un retourneur de temps. À chaque fois, ils disent il faut faire attendre. Ah non, si lui s'il a pas mieux à faire avec le retourneur de temps qu'envoyer deux. Alors après, effectivement, si on part du principe qu'il a toujours un coup d'avance, il y a peut-être vraiment un super coup d'avance. Ouais, là. Et là, pas Bah, simplement comme je disais, 2-3 sauf heures, si mais c'est le Dumbledore numéro 3 du futur. voilà, numéro peut-être 4, Retour vers le numéro futur, 5. là, effectivement, lui, le retour vers le futur, peut-être qu'il est tout le temps dans le retour vers le futur, et que lui, il sait que c'est ce qu'il faut faire. Mais après, bon, on sait comment ça se passe. C'est-à-dire Peter Pettigrew, voilà, il aide Voldemort à revenir à la vie, c'est catastrophique, il y a plein de morts. Donc, je pense que même s'il y avait l'habitude de faire des retours dans le passé, dans le futur, là, il y a quand même mieux à faire. C'est un moment clé quand même. Peter Pettigrew s'échappe, tu peux sauver Sirius, tu peux éviter plein de choses finalement en arrêtant Peter Pettigrew. On parlait au tout début de l'émission avec Ginny sur les théories farfelues qu'il y a eu sur Harry Potter. Et une théorie farfelue dont on a déjà parlé, c'est le fait que Dumbledore était en fait Ron. Ah oui. C'est une théorie qui revient des fois parce que tu sais pas pourquoi sur les internets Ouais. le truc revient et les gens se commencent à s'exciter autour Ça de revient ça. sur Combini ou Oui. Melty ou des trucs comme ça. Mais en vrai, si Dumbledore et Ron qui a utilisé un retourneur de temps, bah du coup effectivement ça se tient qu'il sait pertinemment que Harry et Hermione vont retourner dans le passé. Après, je reste persuadé que si Ginny, elle, avait été à la place d'Hermione et Harry avec le retourneur de temps, ça ne serait pas passé comme ça. Mais je pense surtout que si Ginny avait un retourneur de temps, elle n'irait pas dans le passé, mais elle irait dans le futur pour te retrouver, Anthony. Ah bah ça serait... Non, tiens, j'ai fait une fanfiction. J'ai une idée de fanfiction, je t'en remercie beaucoup, Jérémy. Je sais pas si j'ai envie de la lire, hein. C'est peut-être trop intime. Aujourd'hui, ça va. Bonnie Wright, elle est bien majeure. Elle est... Ouais, ouais. Ah oui, oui. Et elle est mariée. Elle s'est mariée cet été, c'est une tristesse absolue. Non, je ne sais pas. Je lui souhaite plein de bonheur. Mais elle est mariée avec un surfeur. Un surfeur moldu. Ah là là, quel gâchis. Quelle déception. Et toi, Marina, si tu devais... Je sais pas s'il y a un personnage qui a retenu ton attention. Pas très original, mais Hermione. Parce Ouais. que Hermione, elle prend le lead, en fait, de ce retour dans le passé. Et sans Hermione, je pense qu'Harry aurait été complètement perdu. Oui, oui. C'est Après, vrai. Hermione, elle a l'habitude de retourner dans le passé, Mhm. quand même. Bon, pour ses cours, bien entendu. Mais du coup, elle a mieux organisé ses idées et a improvisé un plan. Parce qu'elle est très organisée, Hermione, elle est très intelligente. Et pour le coup, elle a bien sauvé Sirius et le petit Buck. Mhm. Et toi ? Bah moi j'arrive pas à dissocier Harry de Hermione pour le coup parce que oui Hermione, enfin ils sont excellents tous les deux vu ce que Dumbledore leur demande de faire. Oui. C'est incroyable comment ils s'en sortent parfaitement. Après c'est la magie de la fiction hein, mais oui Hermione elle dirige tout, elle fait en sorte que la mission se passe sans problème, elle explique à Harry avec pédagogie qu'il faut vraiment pas faire n'importe quoi en retournant dans le passé.
En fait, Harry, le problème, il a failli faire capoter le plan à cause de son manque de sang-froid quand il a voulu faire quoi ? Aller cacher la cape d'invisibilité, elle l'a retenue. Heureusement qu'elle était là, Hermione, mais en même temps, heureusement qu'Hermione a appris à lâcher prise sur Harry quand il a voulu aller voir qui était le fameux inconnu, parce que si elle ne l'avait pas laissé aller, en fait, il serait mort. Ça aurait été la pire des conséquences. Bah oui. Et puis en plus, Harry, malgré tout, il est carrément dans l'émotion, justement. On parlait de ça aussi, Black, quand il s'échappe d'Azkaban. Là, dans sa tête, ça va être totalement incroyable. C'est-à-dire là, il apprend qu'il a un parrain, il apprend que Peter Wu a tué ses parents. Et là, il revient en arrière et, pour pouvoir se maîtriser, même si c'est Hermione qui l'aide à se maîtriser, mais ça va être incroyable. Voilà, quelque chose de mental pour lui qui doit être terrible, quoi, parce que là, il sait qu'en face de lui, il a Peter Pettigrew qui a tué son père et sa mère. Enfin, qui n'a pas tué son père et sa mère, mais qui a aidé à tuer son père et sa mère, et il peut rien faire. Parce que voilà, Hermione l'en empêche, et malgré tout, il suit ce que propose Hermione, Dumbledore. Ce qui est intéressant dans comment J.K. Rowling écrit et développe chaque dénouement des histoires, c'est que Harry, au climax de chaque tome, embrasse sa position de héros de l'histoire à chaque fois. Il y a toujours un prétexte dans l'histoire pour que Harry se retrouve face à son destin seul. Donc là, dans ce qu'on vient de raconter, c'est Harry qui va convaincre Hermione de sortir de la cabane de Hagrid pour être témoin de ce qui se passe face aux détraqueurs et pour éventuellement voir son père avant qu'il réalise qu'en fait, c'est lui qui s'est sauvé lui-même. Et pour moi, ça fait écho directement, par exemple, au mur qui s'effondre dans la chambre des secrets, et finalement Ron peut pas le suivre, et c'est Harry seul qui doit aller confronter Tom Jedusor, comme le fait que Ron s'effondre à l'échiquier dans l'école des sorciers, et Hermione, elle peut pas, il y a qu'une potion, mais Hermione, elle peut pas accompagner Harry pour aller dans la dernière salle et affronter Quirrell. Voilà, il y a toujours le petit quelque chose dans l'histoire qui fait que Harry se retrouve seul à un moment, prendre la décision de héros, embrasser sa position de héros. Et je trouve qu'elle le fait merveilleusement bien parce que ça, c'est jamais exactement la même chose et ça fonctionne à chaque fois. Il est temps de passer à vos messages, à vos arguments, à vos questions, à vos interrogations, à vous qui nous avez contactés à travers La Volière. Et on passe au premier hibou sonore qui nous a été envoyé par Maïka. Bonjour la fréquence, c'était juste pour rebondir sur quelque chose qui a été dit dans une volière par Jérémy, qui dit qu'il a du mal à croire au fait que Dumbledore n'a jamais trouvé la chambre des secrets. Alors après c'est purement ma théorie, elle vaut ce qu'elle vaut, mais je pense que non, c'est totalement crédible dans le sens où pour trouver la chambre des secrets, il faut parler fourche-langue. Et si je me trompe pas, à part Tom Jedusor et Harry Potter, personne ne parle fourche-langue dans le château de Poudlard. Et donc, pas de fourche-langue, pas de chambre des secrets. Après, c'est uniquement ma théorie, donc voilà. Bon, j'espère passer dans la volière et en tout cas, je vous souhaite une belle émission et merci pour tout ce que vous nous apportez. Merci Maïka, tu vois, tu passes dans la volière, donc tout va bien. Merci pour ton message. Alors, est-ce que si Dumbledore n'a pas trouvé la chambre des secrets, c'est parce qu'il ne sait pas parler le fourche-langue ? C'est intéressant, mais j'aurais tendance à dire que c'est une explication qui peut être assez facilement contredite quand même, parce qu'on verra dans les Reliques de la Mort que Ron, il parvient à reproduire le fourche-langue phonétiquement, et il parvient à rentrer dans la chambre des secrets comme ça. Et en plus, contrairement à Ron, Dumbledore, lui, il comprend le fourche-langue. Donc, voilà, pour moi, il y a une limite quand même à cette explication. Donc, je dirais juste qu'il faut accepter l'idée que Dumbledore, il n'a pas réponse à tout, qu'il n'est pas infaillible et qu'il n'est jamais parvenu à localiser l'entrée de la chambre. Pour moi, c'est ma théorie numéro 1. Je ne sais pas si vous avez une réaction par rapport à la question de Maïka. C'est vrai que quand j'ai entendu la question, j'étais plutôt d'accord avec elle, mais avec là, ce que tu viens de dire, je suis plutôt d'accord avec elle. Mon pouvoir de persuasion a fonctionné. Tu as encore du pouvoir sur Anthony. Non mais c'est vrai que Ron, je veux dire,
Alors certes, il y a l'explication de ouais, mais j'étais pas mal entendu par les fourches-langues, donc du coup, j'ai réussi à reproduire. Bah, si Ron y arrive, désolé, mais Dumbledore y arrive aussi, en fait. Donc, voilà. C'est pour moi, c'est le contre-argument un peu fatal, quoi. Factuel, en tout cas, dans l'histoire. Bazooka. Fatal bazooka. C'est du fatal. Et je crois pas non plus à la théorie fil rouge, comme quoi Dumbledore, il laisse tout faire pour que Harry découvre par lui-même. J'ai tendance à dire que là, quand même, enfin, je sais pas, la Chambre des Secrets, on parle d'élèves qui se font attaquer, qui risquent la mort. Donc je l'imagine mal se tourner les pouces dans son bureau pendant que les élèves se font attaquer, en attendant que le petit prince Harry fasse la découverte par lui-même, alors que lui, Dumbledore, c'est pertinemment où se trouve l'entrée de la Chambre des Secrets. J'imagine pas ça une seule seconde. Vu on sait maintenant en plus que Dumbledore vient du futur, donc il est déjà au courant de tout ce qui se passe. Donc, je vois bien Dumbledore dans son bureau, il y a 4 Dumbledore qui se parlent entre eux. Et en fait, Dumbledore, c'est des clones de Rick et Morty en fait. Multiverse, le multiverse Rick and Morty, Harry Potter, vous n'êtes pas prêts. Non, vous avez pas. Dumbledore, c'est Ron. Oui, c'est vrai. Dumbledore, oui, c'est Ron. C'est vrai. Et nous passons au hibou sonore de Margot et de sa fille Lara. Hello la fréquence, j'espère que vous allez bien. Merci encore pour votre super boulot. Lara, qui a 6 ans, avait une petite question à vous poser. Bonjour la séquence, je m'appelle Lara, j'ai 6 ans, j'adore votre podcast et j'avais une question, c'est est-ce qu'un moldu peut aller à Poudlard avec un sorcier ou une sorcière? Voilà, merci et bisous. Bisous aussi à toi Lara et merci pour ton hibou. Et merci aussi à ta maman d'être à tes côtés. Alors, est-ce qu'un moldu peut aller à Poudlard avec un sorcier ou une sorcière? Selon la saga originale Harry Potter, non. Selon les animaux fantastiques, oui, je dirais. Parce que dans la saga originale, il me semble qu'un moldu ne peut pas entrer dans le château parce que de toute façon, il ne voit pas le château, il voit qu'un tas de ruines. Il me semble que même si on le fait transplaner, je vois pas pourquoi il aurait les droits d'aller... Ah bah non, on peut même pas transplaner dans Poudlard. Donc un moldu ne peut pas aller à moins qu'il... Je suis en train de réfléchir en même temps. Tu vois Lara comment tu es en train de... Quand même c'est une ruine, mais j'y vais. Et donc du coup, au moment où il passe le mur magique, il voit le château. Je ne sais pas. C'est une théorie. Mais normalement, dans la saga originale, c'est non. On est d'accord. Parce que dans les animaux fantastiques, de 1, il transplane à Poudlard. Ouais, on va évacuer les animaux fantastiques, sinon ça complique normalement, c'est interdit. Et de 2, donc Jacob, qui est un moldu, va directement du coup dans Poudlard. Mais normalement, Jacob, de l'extérieur, doit voir uniquement un tas de ruines. Je dirais, ce que tu dis, c'est vrai, c'est expliqué par Hermione dans la coupe de feu, hein, que Poudlard, c'est protégé par des sortilèges anti-moldus et que les moldus voient un tas de ruines au lieu d'un château. Mais on voit bien quand même dans les livres Harry Potter que quand tes parents donnaient Moldu, par exemple, ça peut te donner accès quand même à quelques lieux du monde magique. Oui, mais exemple, Jacob, il est... Ah, tu veux dire Oui, mais Jacob, il est Moldu. Parce que les parents d'Hermione sont au chemin de traverse. Voilà, par exemple, si t'es un Moldu et que t'as aucun lien avec le monde de la magie, tu ne te retrouveras jamais dans le chemin de traverse. Par contre, les parents d'Hermione peuvent rentrer sur le chemin de traverse parce qu'ils y sont invités. Parce que c'est des parents de nés moldus et qu'il faut bien qu'ils emmènent leur fille. Parce qu'ils ont un lien du sang avec leur fille. Je sais pas si ça marche avec le lien du sang, mais disons que, en tout cas, leur fille est là et elle peut très bien les emmener en fait, ça au chemin de marcherait traverse. Avec une relation. Ouais, je pense, vu l'ouverture d'esprit de Dumbledore en tant que directeur, je pense que s'il veut inviter un moldu à Poudlard, c'est possible de faire quelque chose pour. Je pense qu'en plus, que des parents moldus qui reçoivent une lettre d'une école de sorciers pour que, enfin, si ça vous est arrivé maintenant, vous avez un enfant, peut-être que vous auriez envie d'en savoir un peu plus. Et que, voilà, ça, je me suis posé la question de ça. Par exemple, comment les parents d'Hermione, ils ont reçu une lettre, d'accord, mais... Est-ce qu'il y a une journée porte ouverte? Franchement, j'espère que oui. Tu laisses pas ton enfant partir comme ça. Moi, je le fais pas. Je fais, attends, mon enfant, il va aller où, là? Moi, je pense que les parents de Némoldus sont invités à Poudlard. Sinon, personne ne laisserait son enfant partir. Mais ouais. Donc je pense que c'est possible, et par exemple il y a ce truc aussi, il y a cette scène, je me souviens, dans la coupe de feu où Harry, avant la 3e tâche, je crois que c'est McGonagall qui vient le chercher et qui lui dit pour la 3e et dernière tâche, les champions
peuvent s'entretenir avec leur famille. Ils sont invités à Poudlard. Et là, Harry se dit, bah attends, les Dursley, ils sont quand même pas à Poudlard. Et en fait, non, c'est Molly Weasley qui a fait le déplacement. Mais je pense que, par exemple, si les Dursley étaient pas les Dursley, qu'ils étaient tendres et avec Harry, par exemple, je pense que oui, ils auraient pu être invités pour soutenir Harry. J'imagine quand même que c'est possible, sinon ça serait... Après, je pense que les enfants, je pense que Harry, Hermione ou même Ron, s'ils avaient des amis moldus, je pense pas que les élèves soient autorisés à inviter des amis moldus. Non, il faut une raison valable. Ouais. On a un autre exemple. Cas d'extrême urgence. J'ai trouvé un autre exemple. C'est Mimi Géniard. Parce que, a priori, vous allez être d'accord avec moi, c'est une née moldue, parce que sinon elle n'aurait pas été attaquée par le basilic. Or, on sait que dans la Chambre des Secrets, Tom Jedusor, il dit à Hagrid, dans le souvenir que voit Harry, il dit que les parents de la fille morte seront à Poudlard le lendemain. Donc ça veut bien dire qu'a priori, ils ont quand même... leur fille est morte dans le château, ce sont des moldus, mais ils seront dans l'école le jour d'après. Donc a priori, c'est possible de lever la protection dans ce genre de cas, par exemple. Ouais, heureusement. Heureusement, mais si c'est possible dans un cas comme ça, Oui. c'est possible aussi sur une simple invitation. Je dirais ça. Et on passe au hibou sonore de Yasmine. Bonjour Jérémy et Marina. Je vous fais ce petit message pour vous remercier, vraiment vous remercier pour le travail que vous faites. C'est vraiment un énorme plaisir pour moi de vous écouter. Et ma question, c'est est-ce que vous pensez que finalement, en grandissant, en vieillissant, avec l'âge, avec les expériences de la vie, est-ce que vous pensez que finalement, si les personnes étaient réparties finalement à un âge plus avancé, est-ce que vous pensez que le Choixpeau magique aurait choisi la même chose ? Voilà, autrement dit, est-ce que vous pensez que si le Choixpeau magique choisit à 11 ans et si le Choixpeau magique pour la même personne finalement devait s'exprimer, disons, à 30 ans par exemple, est-ce que vous pensez que ça serait pas forcément la même chose ? Voilà, très bonne continuation à vous et au revoir. Merci Yasmine pour ton hibou sonore. On l'a un petit peu coupé pour en retenir l'essentiel. J'espère que tu nous en voudras pas. Est-ce que le Choixpeau magique pourrait choisir une autre maison des années plus tard ? Je sais pas vous, mais moi j'aurais tendance à penser que oui. Parce que on voit bien la maison de Poudlard, c'est pas quelque chose d'inné. Et d'ailleurs, j'ai toujours pensé que la maison qui peut correspondre à un enfant de 10-11 ans lorsque la répartition a lieu, elle peut parfois correspondre beaucoup moins lorsqu'on finit ses études de Poudlard à 18 ans. Donc j'imagine que si en plus il y a encore plus de temps qui passe et que on a maintenant 30, 40, 50, 60 ans, je pense que oui, la maison peut changer. Et d'ailleurs, on le voit, certains fans, ils vont d'abord s'identifier une maison, puis ils vont changer de maison. Donc je pense que oui, il y a rien de gravé dans le marbre. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Carrément. Parce que ça change en fonction de ta personnalité. J'ai envie de dire plutôt pouf souffle un jour, pouf souffle toujours. Mais après, ça dépend peut-être des maisons, effectivement. Mais parce que c'est climat, souvent les gamins, les enfants, ils s'identifient vachement à Gryffondor. Et un Gryffondor de 9 ans sera peut-être un Serpentard à 27 ans. Je sais pas. Mais la question, par exemple, aujourd'hui, t'es pouf souffle, mais est-ce que à 10-11 ans, t'aurais été tout autant pouf souffle ? Ouais, je fais partie, on a fait plusieurs, beaucoup de personnes ont fait plusieurs tests du Choixpeau magique. Moi, j'ai toujours été pouf souffle. Ouais. Donc, depuis que Pottermore existe, je sais pas en quelle année il est sorti. T'avais pas 11 ans, ça c'est sûr. J'avais pas 11 ans, c'est sûr. Mais donc voilà, aussi c'est vrai, donc je sais pas, là, je peux pas. Là, c'est peut-être plus ceux qui ont connu Harry Potter à 11 ans et qui maintenant ont une vingtaine d'années peuvent répondre. Moi, j'avoue que... Ouais, même 30 ans, hein, ça marche pour nous en fait, ça s'applique. Ouais, même 30 ans, oui, même 30 ans. Ouais. Moi, franchement, je suis pas sûr. Moi, j'ai l'impression. Sinon, ça serait. Je sais pas. Bah, en fait, il est dit que que le choix du sorcier qui porte le Choixpeau. Enfin, t'as ton mot à dire en fait dans ta répartition. Mais moi, quand je prends du recul, l'enfant que j'étais à 10 ans, c'est pas du tout l'adulte que je suis aujourd'hui en fait. Et donc des choix que je ferais à 10-11 ans, je ferais pas du tout les mêmes aujourd'hui pour des raisons évidentes. Donc c'est pour ça que j'ai tendance à penser que non, une maison de Poudlard, ça peut changer. Ouais, mais je suis pas sûr que si Malfoy
avait pour rigoler ou pour une autre raison voulu être un Serdaigle, par exemple, je pense pas que le chapeau magique, je l'aurais mis à Serdaigle. Il y a entre ce que tu as envie et ce que tu es intrinsèquement. En réfléchissant, c'est, quand j'ai découvert Harry Potter, donc j'avais 8-10 ans, parce que j'ai découvert avec les livres, plutôt 8 ans, je pense avec le recul, j'étais pouf souffle, à fond. En vieillissant, Gryffondor, et encore plus en vieillissant, il y a un tout petit peu de Serpentard qui commence à arriver dans ma personnalité. T'es dans le turfu là, du coup. Bah, j'espère qu'il va pas trop prendre de ma personnalité, mais je suis un peu Serpentard de temps en temps. Ah bah comme moi. Mais ça, c'est... Non. Non, mais Jérémy, ça a toujours été un serpent. Mais ça, Ah, merci Non, Anthony. tu dis sérieusement ? Merci Anthony. Ah oui, non, mais c'est Jérémy, un Serdaigle, non, mais c'est un scandale. Ah, tu vois, on a un pourquoi autre t'es point de content d'être un Serpentard ? vue. Je suis pas content, mais en fait, tu renies complètement mes petites racines Serpentard. Moi, c'est... Aussi fines soient-elles. C'est vivre en ville qui m'a rendu un peu Serpentard. Dans les bouchons. Dans les bouchons, je parle fourche-langue, tu vois. Et nous passons au hibou sonore de Naya. Coucou la fréquence, c'est Naya. Je voulais savoir si à Poudlard il y avait un système de compost. Parce que ce serait quand même fou qu'ils gaspillent tout, non ? Allez, des bisous. Des bisous, Naya. J'adore ton hibou. J'adore. C'est grâce à ta génération que la planète va être sauvée. J'adore cette question. Et surtout, j'adore ton petit côté Marina dans le fait de s'indigner sur un sujet que t'apportes toi-même. Bah écoute, je pense que Hagrid a un compost et que que le professeur Chourave en a un aussi. Donc je pense qu'à eux deux, ils peuvent très bien recycler par le biais d'un compost tous les déchets alimentaires de Poudlard. J'ai un bon espoir. Je vois bien Hagrid avoir un gros compost et Chourave aussi. Hein. Ah oui, je suis d'accord. D'accord. Je suis d'accord avec toi. J'imagine Je pense que totalement. Naya a raison. Je pense que c'est même utilisé peut-être pour certaines plantes. Bah oui. Les mandragores, on sait pas, ça se trouve c'est du compost. Oui, ça serait... Aidé par le petit Buck. Un bon compost grâce à Buck. Puis globalement, je pense que les sorciers sont plus écologiques que les moldus, en fait. Ils ont moins besoin d'énergie fossile. Ah bah oui, carrément. Ils produisent beaucoup moins de CO2 que les moldus, grâce à la magie. Ah bah ça, c'est sûr. On devrait peut-être proposer l'idée de la magie au gouvernement. Bah ouais. Peut-être. Parce que moi, je pense que la magie existe, mais qu'on nous le cache. Bah franchement. Parce que Moi, j'apporte une théorie du complot. Moi, je vote pour toi. Hein. Je suis convaincu. Parce que ils perdraient tout pouvoir si la magie existerait vraiment. Ils auraient peur d'un soulèvement des foules et tout. Donc, au même titre que la Terre est plate, tu vois. Ils la font apparaître ronde grâce à la magie qu'ils cachent au peuple. Ok. Je suis partie super loin. Merci Naya. On parle de compost. Merci Naya, on va passer au prochain hibou. Évidemment. On passe au prochain hibou sonore. Signé Marie. Merci Marie, on t'écoute. Coucou la fréquence. Alors déjà, je voudrais vous remercier parce que moi, j'aime beaucoup vous écouter sur le chemin en allant et en rentrant de l'école parce que je suis maîtresse. Et je voudrais rebondir sur un hibou sonore envoyé par l'une de vos auditrices. Alors, j'en suis à l'écoute du livre, du 3e livre, là. J'en suis au chapitre de la carte du maraudeur. Et quelques émissions avant, il y a une auditrice qui disait que c'était un peu inconscient de la part de McGonagall de donner un retourneur de temps à Hermione. Et moi, en tant qu'enseignante, j'essaie de me mettre à la place de McGonagall, et c'est vrai qu'on comprend pas trop pourquoi elle fait ça, alors qu'elle a quand même de l'expérience, etc. C'est étonnant. Et en fait, je me dis, en fait, il y a certains élèves, on ne peut pas leur dire qu'ils en font trop ou qu'ils vont dans le mauvais sens. Il faut qu'ils l'apprennent par eux-mêmes. Donc moi, mon hypothèse serait que McGonagall se dit que Hermione, c'est tellement une tête brûlée, elle va pas l'écouter. Il faut qu'elle fasse l'expérience d'elle-même, que tout ce qu'elle souhaite faire, tout ce qu'elle souhaite suivre comme cours, eh ben, c'est pas possible. Donc, elle lui permet de faire ça pour comprendre par elle-même que c'est pas possible, quoi. Et Fetedi, ça marche, puisqu'à la fin du tome, à la fin du 3, elle se dit plus jamais, quoi. Plus jamais je suis autant de cours. Donc voilà, je me dis que McGonagall, en fait, a peut-être filouté et a permis à Hermione de comprendre qu'il fallait qu'elle lève le pied. Donc voilà, merci pour tout, je vous souhaite une bonne continuation et puis à bientôt.
Merci Marie pour ton message. Alors pourquoi pas, ouais, effectivement, ça, c'est intéressant tout ce que tu dis. Et on en a pas mal parlé dans cet épisode, mais ça ressemble pas mal au système éducatif empirique qu'on a décrit chez Dumbledore dans cet épisode. C'est-à-dire en gros, fais l'expérience par toi-même. Après, il me semble qu'il y a cette philosophie chez Dumbledore comme quoi l'important c'est pas seulement effectivement d'acquérir une connaissance, mais c'est aussi comment on l'acquiert. Après, ce qui pose problème, c'est que il y a tout le danger autour de ça. C'est-à-dire que dans les exemples de Dumbledore, c'est que souvent ça met l'élève en grande difficulté. Concernant la décision du retourneur de temps avec McGonagall et Hermione, sur ce point précis, on pourrait aussi quand même contre-argumenter que voilà, c'est quand même infliger ça toute une année à une élève trop gourmande. Certes, elle est trop gourmande et c'est pas mal qu'elle en fasse l'expérience elle-même, mais faut aussi remettre dans le contexte que Hermione, elle a que 13 ans et que vouloir des choses qui sont impossibles, c'est inhérent à des adolescents de 13 ans, je pense. Donc je dirais que oui, en fait, c'est une pédagogie qui est intéressante, qui est certainement le cas d'ailleurs chez McGonagall, mais c'est une pédagogie aussi qu'on pourrait critiquer du fait du jeune âge des personnages et des conséquences que ça implique de les laisser faire. Ah, mais après, dans cette théorie, ça sous-entendrait que Hermione est au courant, enfin connaît le retourneur de temps et veut utiliser le retourneur de temps pour pouvoir faire tous les cours. Et là, comme McGonagall, finalement, voilà, elle veut qu'elle fasse sa propre expérience et lui offre le col d'or. Là, je pense que c'est plutôt le contraire. Enfin, je pense pas que ce soit Hermione qui ait demandé le retourneur de temps pour pouvoir participer à tous les cours. Et donc, le fait de dire que McGonagall voudrait qu'Hermione expérimente par elle-même et comprenne de ses erreurs et puis ce genre de choses. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bah, c'est vrai qu'on sait pas vraiment c'est quoi le point de départ. Et, on sait pas trop en fait. En plus, cette discussion, on n'y assiste pas. On sait qu'à la Lume, on n'y assiste pas. Et avant la rentrée, il y a bien dû y avoir l'année précédente une discussion sur les options qu'elle voulait prendre en cours. Alors, est-ce que McGonagall a dit d'accord, on peut pas te confirmer que tu pourras prendre toutes ces options, mais on verra à la rentrée ce qui est possible de faire, quelque chose comme ça. Je sais, on sait pas trop comment ça s'est fait, ouais. Mais à moins que ce soit vu que Dumbledore vient du futur. Donc il a influencé McGonagall pour qu'elle donne à Hermione le retourneur de temps parce qu'il savait ce qui allait se passer à la fin. Mais dans tous les cas, même si c'est une manœuvre pédagogique, dans tous les cas, c'est une mauvaise idée d'avoir mis un retourneur de temps dans les mains d'une adolescente. Je suis d'accord avec ça, même si la pédagogie se défend. Parce qu'elle aurait pu finir en burn-out. Elle finit en burn-out. Finalement en burn-out. Rappelle-toi. Elle est dans la salle commune, elle chiale et tout. Elle en peut plus. Très mauvaise idée. Je trouve ça un peu violent pour une ado de faire d'accord. Bah maintenant tu sais. Tu recommenceras pas. Par contre, c'est efficace. Faut qu'elle n'utilise pas le retourneur de temps pour faire des siestes, des nuits de 20 heures. Mais tu sais, c'est ce que je m'étais dit. On s'était dit ça aussi. Ouais. Moi, j'utiliserais carrément le retour de temps pour. Ouais, mais après, mais après, tu te défaces complètement parce que, d'accord, avoir une heure en plus dans ta journée, ça va. Mais de retourner trop dans le temps pour faire des siestes et tout, après t'es complètement déphasé sur le jour et la nuit. De toute façon, je suis pas sûre qu'Hermione soit le genre à aimer dormir, tu vois. Ouais. Non. Et nous passons au hibou sonore de, justement, Ronflex. Salut Jérémy et Marina. J'ai une petite question / info à vous partager. Je vais au musée Harry Potter dans quelques mois et j'ai prévu d'y faire ma demande en mariage. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée ? Et est-ce que ça vous aurait plu de le faire ou de recevoir une demande là-bas ? Voilà, plein de bisous et tout mon soutien car j'adore votre émission. Merci Ronflex pour ton hibou. Alors oui, c'est une très belle idée. On attend des photos. On attend de savoir si elle a dit oui. Oui. Ouais, c'est une très belle idée. Alors après, tu nous demandes notre avis et justement, on en avait discuté avec Jérémy. Mais par exemple, quand on parlait mariage avec Jérémy, je vais bien préciser, s'il te plaît, si un jour tu me demandes en mariage, fais-le dans l'intimité parce que c'est vrai que c'est un moment que j'ai aimé partager uniquement avec Jérémy et pas du public autour de moi. Mais après, une demande en mariage, c'est très subjectif, c'est selon l'histoire du couple, selon la personnalité des deux personnes.
personnalité de 2 personnes. C'est pas du tout redondant. Mais en tout cas, c'est une très belle idée. Et félicitations par avance. Bah ouais, donne-nous des nouvelles. Et je crois savoir, je sais pas si c'est encore le cas, mais si tu veux faire un gros truc, je crois que tu peux contacter par mail les équipes du Studio Tour pour les prévenir à l'avance que tu souhaites faire ça et ils peuvent organiser quelque chose. À mon souvenir, ça s'est déjà fait, donc n'hésite pas, si vraiment tu veux marquer le moment, n'hésite pas à tenter la chose. Est-ce que vous serez tous les deux en robe de sorcier ? On voudrait des détails, des photos et tout. Il y a pas mal de demandes de mariage aussi. À Disney ? Enfin oui, à Disney, mais au parc Orlando, devant Poudlard. Il y a pas mal de photos. Mais c'est vrai qu'au studio, il y a la grande salle, il y a aussi la maquette de Poudlard, où il y a beaucoup de demandes en mariage là-bas. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde. Et je sais pas si vous y avez été, j'imagine, moi j'y suis allé aussi, il y avait 700 personnes en mètre carré, quoi. Ouais. C'est pas d'intimité, à moins de trouver un endroit tranquille dans la forêt interdite. Ça sera forcément public, ouais. C'est très compliqué de s'isoler. Ouais. Je connais pas encore les studios, donc non, j'espère bientôt les découvrir, c'est ton projet. Ouais, je vais te redemander en mariage. Tu rigoles, mais j'attends une future demande en mariage pour le renouvellement de mon Sache-le. Et il est temps d'écouter le dernier bout sonore de cette volière qui nous a été envoyé par Adeline. Salut la fréquence. Alors, j'ai découvert votre podcast, je crois, en mars, avril, et j'ai enfin rattrapé tout mon retard. Vous êtes le tout premier podcast que j'écoute et je pensais pas en écouter d'autres parce que le format n'était pas forcément ce qui m'intéressait. Mais grâce à vos invités, je pense que je vais finir par en écouter d'autres comme le podcast ou Parlons Péloche, a l'air pas mal aussi. Donc merci pour tout ça et merci pour ce que vous faites, c'est vraiment génial. Moi je vous écoute en promenant mon chien, alors du coup ça a une double utilité, je le promène mais je perds pas de temps, j'écoute votre podcast en même temps. Et du coup j'avais une question. Avec toutes ces prophéties qu'on voit dans le film, au ministère, à votre avis, est-ce que toutes ces prophéties ont été entendues par quelqu'un et c'est comme ça qu'elles sont répertoriées, comme celle de Trelawney qui a été entendue par Dumbledore, ou est-ce qu'elles sont répertoriées automatiquement ? Voilà, c'est une question que je me posais. Je pense pas qu'il y ait de vraies réponses. Remarque, j'ai pas cherché, mais peut-être que vous avez votre petite idée là-dessus. Merci Adeline pour ton hibou sonore. Alors j'ai regardé un petit peu, mais j'ai rien trouvé. Je pense pas qu'il y ait une explication sur comment les prophéties se retrouvent enregistrées au département des mystères. Après, j'aurais tendance à imaginer qu'il faut un témoin dans tous les cas pour faire la démarche et conserver la prophétie dans une sphère. Je crois pas que ça soit quelque chose qui se fasse automatiquement par la magie. Je pense qu'il faut que quelqu'un en soit témoin. Donc voilà, j'aurais tendance à penser que comme le nom l'indique, le département des mystères, ça reste un mystère, on sait pas tout ce qui s'y passe. T'as quelque chose à dire, Marina? Je le vois dans tes yeux là. Oui. Ah non, moi. Vas-y. Mais non, mais je vais dire un truc un peu con, mais moi j'avais jamais pensé au fait que quelqu'un enregistrait la prophétie dans une sphère. Moi j'avais un peu le truc un peu vraiment très magique pour le coup, un peu mystique, que quand une prophétie était dite, la prophétie se transformait en une sphère automatiquement. Honnêtement, c'est pas expliqué dans le texte, donc j'aime bien l'idée que t'as bien le droit d'imaginer ça. La prophétie, elle se matérialise d'elle-même, tu vois. Mm-hmm. Voilà. C'est ce que j'ai toujours imaginé et j'avais jamais imaginé autre chose. J'imagine plus que c'est, par exemple, là dans le cas de la prophétie de Harry, j'imagine plus Dumbledore avoir dit au ministère, il y a cette prophétie qui dit ça. Et du coup, ça a pu être contenu dans une sphère au département des mystères. T'imagines pas Michel Patulacci alors, heure de la prophétie, motif de la prophétie, d'accord. Étape mot pour mot. Alors, je vais chercher le formulaire CERFA adéquat. Pour enregistrer. Alors, étape, tu sais, avec un doigt sur le clavier de la machine. C'est vrai que ma théorie est un peu moins magique que celle d'une magie automatique où la sphère se crée par elle-même. Franchement, libre à vous d'imaginer ce que vous voulez. Hein. Petit aparté pour les plus jeunes, Michel Patulacci, c'est un gardien de la paix dans un sketch des Inconnus. Voilà, si vous voulez la référence. Ah oui, j'avais pas la référence.
Merci de me la donner. Une référence de qualité. Et voilà, c'était tout pour cette volière. Alors contrairement à ce qu'on a pu dire précédemment, en fait on n'avait pas fini de passer en revue certains messages vocaux assez anciens. Donc certains qui viennent d'être diffusés sont assez vieux. Ça concerne surtout Facebook et Instagram parce que c'est pas tout à fait évident de faire le tri de façon chronologique. Mais cette fois, ça y est, on peut dire qu'on est à jour jusqu'à début septembre. Donc si vous suivez l'émission en temps réel et que vous avez envoyé votre vocal à partir du mois de septembre, ce n'est pas impossible qu'on vous diffuse prochainement. On tient à remercier ceux qui se sont enregistrés mais dont vous n'avez pas entendu la voix sur cet épisode, en commençant avec Ayana qui nous a envoyé un hibou sonore sur le 4e film. À Loli, la question était sur le 3e film cette fois. Merci à Juju, malheureusement tes 2 questions ont été posées récemment. Même chose pour Chapataille qui nous a contacté à propos de la baguette de sureau et on a évoqué le sujet il n'y a pas très longtemps. Merci aussi à Séverine du podcast La Voix 9-3/4 pour son hibou copieux, quoique digeste, mais un peu trop copieux pour la volière. Et enfin à Aaron pour sa question sur les baguettes. Pour avoir une chance de passer dans la volière, envoyez-nous un enregistrement vocal, soit en message privé sur nos réseaux sociaux, ou si vous préférez le bon vieux mail à l'adresse fréquence934@gmail.com. Si vous n'avez pas nécessairement envie de vous enregistrer, vous pouvez bien sûr nous écrire. On lit absolument tout ce qu'on reçoit avec beaucoup de plaisir et on tente d'y répondre au maximum. Les réseaux sociaux, c'est aussi un moyen de garder le contact entre la sortie des épisodes. On est sur Instagram, Twitter et sur Facebook, on a une page ainsi qu'un groupe privé pour échanger des publications. Et si ce qui vous intéresse le plus, c'est de discuter entre fans, alors rejoignez-nous dès maintenant sur le serveur de la Fréquence. Il s'y passe pas mal de choses sur le serveur Discord, bien sûr. Il y a des animations d'organiser, des rencontres irréelles entre fréquenceurs et j'en passe. Pour vous guider, on met comme à chaque fois tous les portes au loin utiles en description de l'épisode. Si vous réagissez à voix haute pendant que vous nous écoutez et que vous en avez marre qu'on ne puisse pas vous entendre et vous répondre, alors on vous invite à nous rejoindre sur un futur enregistrement. C'est sur Discord que les candidatures se déroulent et qu'on enregistre aussi. Donc venez et vous y retrouverez toutes les infos utiles pour candidater. Bon Anthony, en tout cas, c'était un plaisir de t'avoir sur cet épisode. On espère que ça t'a plu de retrouver un micro de podcast et puis enregistrer avec nous. C'est génial. C'est moi qui vous remercie, Jérémy, Marina. Non, l'émission dure pas assez longtemps. Enfin, je pense que cette émission-là dure minimum 4 heures. Moi, j'adore vous écouter. Donc voilà, c'était absolument génial de participer à l'émission. Je pense que la fanbase Anthony du podcast sera ravie sera là. De t'avoir retrouvé. Je les embrasse du fond du cœur. Tu fais un coucou là, j'imagine toi en train de faire un coucou comme la Queen Elizabeth, tu sais. Non mais c'est vrai, hein, on a beaucoup de messages à propos d'Anthony. Mais en vrai, c'est pas il a vraiment une communauté de fans. Hein. On a reçu. Non, je ne connaissais pas Discord. Après, moi, j'écoutais votre émission à l'ancienne sur YouTube, et là, je me suis inscrit donc sur Discord, donc j'irai avec grand plaisir régulièrement pour discuter avec tous les fans le plus possible. Tu vas faire des heureux. Hein. Pas mes fans à moi, les fans d'Harry Potter, je peux te dire. Il y a un salon spécialisé qui s'appelle Le Podcast où les gens... Et je crois qu'il y a un salon caché, Anthony. Love Forever. J'en ai lu beaucoup cet après-midi, j'embrasse tous ceux qui m'ont mis comme référence. Et en tout cas, si on passe des bons moments avec ce podcast, c'est grâce à vous qui nous écoutez, évidemment. Ce podcast, il existe tant qu'il y a des gens pour l'écouter. C'est bête à dire, mais c'est très vrai. Peut-être que vous êtes tombé par hasard sur cet épisode et que vous allez revenir au début. Peut-être que vous êtes dans le futur aussi et que vous nous découvrez bien plus tard, comme un retourneur de temps, en fin de compte. Bref, peu importe l'auditeur que vous êtes, merci à tous de permettre à cette émission d'être le lieu de partage qu'elle est devenue. Un merci en particulier à ceux qui prennent le temps de nous laisser des étoiles et des commentaires sur les applis où c'est possible. On pense à Lina qui l'a fait récemment sur Apple, à Flom63 sur Podcast Addict et à ceux aussi qui commentent sur YouTube. Pareil, on vous lit attentivement là-bas aussi. Et pour finir en beauté, si vous êtes un ou une auditrice fidèle, je suis sûre que vous connaissez la plupart des noms de nos tipeurs. On les cite comme à chaque fois avec plaisir. Merci à Corsetilou, Yorad, Lowlax, Mugiwara, Yonde, l'arithmancien, Clara, Chloé, S, Charlotte, Camille, Lucille, Louison, Aurélien, Kimidoc, Mathilde et Miss Bookin.
Si vous aussi vous souhaitez nous soutenir avec quelques galions et rejoindre cette magnifique liste, même ponctuellement, c'est sur notre page Tipeee que ça se passe. Le lien est à retrouver dans la description parmi les autres. Le prochain chapitre sera le dernier du prisonnier d'Azkaban. Et oui, ça sera le dernier épisode. Point. Non, je plaisante. Dernier épisode avant d'entamer Harry Potter et la coupe de feu. Il y en a plusieurs qui ont fait une crise cardiaque, qui ont commencé à écrire un message là sur les réseaux. Ah bah, j'ai jeté mon bouquin par terre. T'as brûlé le bouquin. Ce dernier chapitre du tome 3 uniquement s'intitulera Encore du courrier. Et d'ici la sortie de l'épisode, on espère en recevoir plein du courrier de votre part et plein de réactions. Portez-vous bien et à bientôt les amis, salut. À très vite, bisous bisous. Salut, bisous.